Madame, monsieur, bonjour. Vous êtes sur Info Télévision. Bienvenue sur Libre Expression, production du 9 octobre 2022. À toutes fins utiles, Libre Expression, c'est le grand débat dominical, comme qui dirait la grand-messe. Pendant 120 minutes, il s'est question d'épiloguer sur quelques sujets saillants qui ont cristallisé les attentions cette semaine. Et justement, en parlant de cette semaine, ce sera à travers analyse, commentaires des panélistes qui sont d'ores et déjà installés. Et on espère tout simplement que ce sera avec des arguments assez objectifs sur un ton sans complaisance. Et naturellement, ce matin, il sera question de débattre et non de se battre, avec cependant en filigrane le mot d'ordre, courtoisie et fair play. Dieudonné Oyono a quitté après 4 ans et 7 mois de détention. Il est quand même 10 ans après. Quel regard! Voilà donc les thématiques qui vont donc meubler ce moment que nous allons passer ensemble. On espère tout simplement que ce sera évidemment avec vos contributions, avec le numéro qui sera affiché au bas de l'écran. Et pour en parler ce matin, justement, on va présenter le panel qui est déjà sur place, en commençant par les dames, évidemment, le professeur Dolizane Ebosset. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Dolizane. Bonjour. Alors, vous êtes chef de département de littérature et civilisations africaines à l'université de Yaoundé 1, c'est bien cela? Bien sûr. En tout cas, vous faites honneur d'être là encore ce matin. Merci. Voilà, en face de vous, nous avons Ahmed Mbala. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Jean-Claude, bonjour au professeur, bonjour également à vos nombreux téléspectateurs. Voilà, vous êtes donc journaliste au quotidien Le Messager. On espère tout simplement que Le Messager se porte bien. Oui, je suis journaliste au quotidien Le Messager, responsable du service économique. Ouais. Attendu aussi sur le plateau Jean-Marie Anaba, qui est journaliste desk, chef desk politique à Royal FM, une radio de la capitale. Albert Makam Bodo, qui est juriste conseil, et par ailleurs Institut supérieur international Kalata. Bien entendu, nous allons faire une mise en bouche pour d'ores et déjà installer les uns les autres. Et il s'agit évidemment de cet incendie au niveau de la SOPECAM, la Société de presse et d'édition du Cameroun. Et ce sera donc une signature de Francine Ateba dans cet élément. La Société de presse et d'édition du Cameroun est le théâtre d'un incendie ce samedi 8 octobre 2022. Celui-ci se produit aux environs de 7 heures du matin. Un bâtiment annexe de la SOPECAM est touché par les flammes. Le dit bâtiment, construit en matériaux provisoires, abrite la direction des ressources humaines. Les bureaux incendiés contenaient essentiellement du matériel de bureau et des archives. Dans un communiqué rendu public ce 8 octobre 2022, le directeur général de la SOPECAM, Marie-Claire Nana, apporte des précisions sur ce drame produit à Yaoundé. Selon Marie-Claire Nana, les causes de ce regrettable incident restent à déterminer. L'incendie a entièrement endommagé un bâtiment annexe en matériaux provisoires et a affecté les services techniques essentiels à la production. La prompte intervention des sapeurs-pompiers et des forces de maintien de l'ordre permet de circonscrire rapidement les flammes et de limiter les dégâts. En attendant les résultats des enquêtes ouvertes par les services compétents, le service se poursuit sans perturbation majeure. Affaire à suivre. Bien voilà, affaire donc à suivre. Nous disons merci à Francine Ateba qui nous a planté le décor avec cet incendie du côté de la SOPECAM. Nous allons faire autant ici, évidemment, en guise de mise en bouche. Nous l'avons dit avec les panélistes qui sont d'ores et déjà là. Alors, professeur Dolizane Ebosset, l'incendie à la SOPECAM, une structure étatique, et on parle de matériel provisoire. Quel est votre commentaire? Enfin, mon commentaire, c'est que il faut déjà savoir combien de temps date ce bâtiment. Est-ce qu'il y a souvent on l'entretient? Est-ce que c'est un peu le ventre mou chez nous, c'est l'entretien? Or, moi, ce que je regrette en tant qu'enseignant, chercheur, c'est toute la richesse des archives. Puisqu'il y a des étudiants de l'ESTIC, il y a des étudiants un peu partout qui travaillent autour des questions de documentation, qui deviennent, le bâtiment devient comme une bibliothèque qui brûle, comme un vieillard qui brûle. Donc moi, tout ce que je peux dire, c'est que la maintenance doit être effectuée. C'est les conséquences justement d'un problème de maintenance, parce il y a des techniciens, nous en avons déjà suffisamment au Cameroun, qui auraient pu anticiper et voir la vétusté certainement du bâtiment. Alors, Ahmed Bala, justement, matériaux provisoires, cela semble assez insolite quand même, avec une institution comme celle-là.
Il y a quoi? Il n'y a pas d'argent ou alors c'est juste qu'on a prévu qu'il y aurait un incendie? Vous ne pouvez pas parler d'un problème d'argent à la Sopecam. D'accord. Mais c'est quand même curieux de savoir qu'une institution comme celle-là, une structure comme celle-là, qui brasse énormément d'argent, il faut le dire, puisse abriter, par exemple, son service d'archives dans un bâtiment fait en matériaux provisoires. C'est quand même très curieux. Et lorsque vous avez écouté le professeur tout à l'heure, effectivement, plusieurs étudiants en journalisme et en communication vont régulièrement là-bas pour pouvoir consulter certains documents au niveau des archives. Et quand on vous fait savoir que ces archives sont consumées aujourd'hui, c'est quand même regrettable. Donc, ce qu'on peut également, elle a parlé par exemple de maintenance, mais je me dis qu'il y a un problème également de management. Quand vous êtes à la tête d'une structure comme celle-là et vous savez, je voudrais dire les points névralgiques ou alors les services névralgiques de votre structure, il est important que ce soit dans des services ou alors dans des bâtiments beaucoup plus sécurisés. Vous n'allez pas aller mettre le service des archives, le service de paix, parce que le communiqué n'est même pas très clair. Avec nos sources, des sources internes révèlent que il y a l'infirmerie, il y a le service de paix là-bas, de comptabilité. Il y a un certain nombre de services qui n'ont pas été évoqués dans le communiqué de Madame le directeur. Nous ne savons pas pourquoi. Donc, en écoutant d'ailleurs votre reportage... Peut-être que c'est pour essayer de minimiser un peu les dégâts. Oui, bon, peut-être. Mais en écoutant d'ailleurs votre reportage, j'ai écouté votre Francine qui parlait des précisions. Moi, j'aurais bien aimé écouter ces précisions de Madame le directeur général. J'ai le communiqué en face de moi. Je vois véritablement pas les précisions qui sont apportées. La seule chose que, avant qu'elle ne publie le communiqué ou alors qu'elle fasse le communiqué, on était déjà au courant que le bâtiment annexe de la Sopecam était en feu. Mais cela révèle également une situation où vous avez l'impression que des gens, ce qui arrive aux autres ne leur dit absolument rien. C'est pas la première fois qu'une institution ou une structure étatique prend feu. Ouais. Les ministères et autres, on vous parle toujours de la même chose, des documents qui ont brûlé. Est-ce qu'on ne peut pas prévoir, est-ce qu'on ne peut pas anticiper à ce type de situation, peut-être en numérisant? Nous sommes déjà à l'ère de la modernisation, l'ère du 2.0 et autres. Est-ce qu'on ne peut pas tous ces documents-là qui vont en feu, comment on va faire pour pouvoir peut-être retrouver c'est des informations qui étaient peut-être essentielles au fonctionnement de la structure? Comment on va faire? Des ministères, on nous informe tout le temps qu'il y a eu des structures et autres. Voilà la Sopecam aujourd'hui. Et ne soyez pas surpris que dans une semaine ou un mois, une autre structure étatique, qu'on puisse vous dire que c'est une autre structure étatique et subit les mêmes problèmes de feu. Donc, c'est pourquoi on parle de gouvernance, il faut pouvoir anticiper. Vous ne pouvez pas avoir une structure comme celle-là qui abrite des services aussi essentiels, aussi sensibles, et les laisser dans des bâtiments en matériaux provisoires. C'est pas normal. Il y a aussi, il y a aussi le fait que nous devrions faire très attention par rapport aux informations que nous avons. Parce que si... en réalité, il y a un problème au niveau des services de comptabilité qui sont là. Je m'en vais croire qu'il y a anguille sous roche. Est-ce qu'il y aura un audit qui s'annonce? Est-ce qu'il y aura des enquêtes? Est-ce qu'il y aurait? Donc, nous ne pouvons pas nous prononcer très très vite parce que derrière les archives, que d'ailleurs les Africains ont l'habitude de négliger, parce que le ventre mou de l'Afrique, c'est la conservation de ces archives, de ces documents, il y a à côté de ça la comptabilité, donc une affaire d'argent, de finances. Donc, il faudra donc creuser, c'est vous les journalistes, pour savoir s'il n'y avait pas des audits en vue, s'il n'y avait pas un calendrier qui annonçait certainement certaines enquêtes, certains contrôles financiers. C'est à partir de là qu'on pourrait savoir exactement d'où vient l'origine de cet incendie, puisque pratiquement beaucoup de ministères sont sous le même traitement. Donc, dans tous les cas, c'est tout le bâtiment qui est complètement
complètement calciné. Je m'en vais donc vous donner des précisions de Madame le directeur général. Madame le directeur général, c'est donc un communiqué de presse. Madame le directeur général de la Société de presse et d'édition du Cameroun, SOPECAM, informe l'opinion nationale qu'un grave incendie est survenu ce samedi 8 octobre 2022 aux environs de 7 heures au siège de la SOPECAM. Ce regrettable incident dont les causes restent à déterminer a entièrement endommagé un bâtiment annexe en matériaux provisoires, réduisant en cendres essentiellement du matériel de bureau et des archives. La prompte intervention des sapeurs-pompiers et des forces de maintien de l'ordre a permis de circonscrire rapidement l'incendie. À cet effet, Madame le directeur général tient à exprimer sa profonde gratitude à l'autorité administrative ainsi qu'aux services de sécurité pour leur action diligente et vigoureuse qui a permis de limiter les dégâts. En attendant les résultats des enquêtes ouvertes par les services compétents, la SOPECAM rassure ses partenaires et ses clients que ce malheureux incident n'a pas affecté les services techniques essentiels à sa production et que le service va se poursuivre sans perturbation majeure. C'est donc signé du directeur général Marie-Claire Nana. Il dit quand même, professeur, que ce cas qui n'est pas sans précédent, qui n'est pas l'apanage de la seule SOPECAM, évidemment, Ahmed le disait tantôt, il y en a qui ne font pas d'efforts pour s'arrimer à la modernité. On continue de conserver des vieux bâtiments un peu comme si c'était des monuments qu'on garde. C'est peut-être dans cette logique-là que ce vieux bâtiment est resté à SOPECAM pour rappeler les vieux souvenirs, les bons souvenirs. Dommage qu'on arrive quand même à ce qu'il soit calciné. Dans tous les cas... Donc, en fait, moi, je ne vais pas rentrer dans ça. On prend les mêmes, on recommence. Dans plusieurs ministères et même dans certaines structures universitaires et tout ça, étatiques, il y a toujours le provisoire qui devient le définitif. Donc, on ne peut pas être surpris par... c'est-à-dire, à long terme, on sait que ça peut arriver. Lorsque c'est provisoire, ça veut dire que ce matériau peut se détériorer d'un moment à un autre. Bon, maintenant, lorsque tu évoques la question de la gouvernance, de la gestion, je pense que tout se situe, comme tu l'as si bien dit, autour de cela. Est-ce que les budgets qui sont affiliés pour ce genre de choses, est-ce que ces budgets sont véritablement orientés vers ce dont tu dois être? Ça, c'est une autre paire de manches. Le problème, c'est que on revient toujours sur les mêmes débats. Et on redit la même chose, on prend le même, on recommence. Donc, moi, je suis un peu fatiguée de redire la même chose parce qu'on est des adultes et lorsqu'on a une certaine responsabilité, il faut l'assumer. Et lorsqu'on ne peut pas l'assumer, on essaye de se mettre à côté et puis on trouve des gens pour le faire. Maintenant, nous ne pouvons pas nous mettre à donner des leçons aux gens qui savent exactement ce qui allait arriver. Tout le monde sait ici que lorsque le matériau est provisoire, ça veut dire que en préparation, il y a quelque chose de définitif qui s'annonce. Ouais. Alors lorsqu'on laisse le provisoire 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est plus le provisoire. Ça veut dire que le budget qui a été affilié, alloué pour ça, je ne sais pas, a disparu dans la nature ou alors n'a pas été matérialisé à bon compte. Mais comment Ahmed Bala, justement, le prof voit là pratiquement des choses à cacher. Vous serez de cet avis qu'il y a peut-être... Non, c'est un problème de gouvernance. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas garder dans une case... La SOPECAM a bénéficié tout récemment... d'une reconnaissance reconnue ISO 2000 quelque chose, dans tous les cas pour évidemment apprécier le bon service qui est fait de ce côté-là. Mais oui. Qu'on en arrive quand même à un vieux bâtiment. On parle de gouvernance. Ouais. On est en train de parler de gouvernance, on parle, c'est-à-dire de la gestion, et qui parle de gestion parle de prévision et autres, d'anticipation et autres. Donc, vous ne pouvez pas garder des papiers dans une case en bois. Dites-moi comment est-ce que si le feu prend, vous pourrez sauver cela. Dites-moi. Pendant qu'on parle de digitalisation, peut-être de l'information et autres, ou bien même des données. Oui. Surtout qu'il y a même un département, je pense à l'ERIC, qui forme les archivistes. Tout à fait. Ça veut dire que c'est un domaine très important pour la communication. La communication
est basée d'abord sur les faits. Donc, sur les faits passés, présents et à venir. Donc, le service d'archives doit effectivement bien sécurisé. Être bien sécurisé. Donc, c'est quand même curieux. Ouais. Quand le bâtiment fait en bois, vous regardez... Dans une entreprise de communication. C'est ce qui vous sert de repère. C'est quand du même... passé, c'est quand même du présent et d'avenir. On espère tout simplement que la SOPECAM se remettra évidemment de cet incident, ce malheureux incident. Le temps donc de rentrer dans la thématique qui nous interpelle ce matin. Autre chose? Oui. Voilà, d'accord. Oui. On va y aller dans tous les cas, professeur. Le temps de prendre une transition et on va naturellement rentrer dans la thématique qui nous interpelle ce matin. Retour sur le plateau de libre expression de ce jour. Dieudonné Oyono a quitté après 4 ans et 7 mois de détention. C'est donc la première articulation de ce programme. Mais je voudrais... il semble qu'il y a une information assez particulière quand même pour le professeur. Non, ce n'est pas une information particulière pour le professeur. Oui, c'est une information pour le Cameroun. C'est-à-dire qu'on a réhabilité Douala Mangabel de 1914-2022. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc, à Ulm, à côté de Munich, en Allemagne. Ouais. C'est-à-dire, les bourreaux ont reconnu, entre guillemets, bien sûr, qu'il était innocent et qu'il avait une bonne cause. Il défendait une bonne cause. Alors, moi, j'ai été surpris du traitement de cette information dans la presse camerounaise. Donc, les martyrs de notre pays, en rapport avec les archives qui brûlent, ça veut dire qu'il y a 2 poids 2 mesures. Il y a eu des visionnaires qui voulaient le patriotisme et d'autres qui ont décidé de ne pas voir du Cameroun le berceau de la patrie, même si on chante ça. Mais la réalité, c'est que nous devons d'abord véritablement célébrer ceux qui ont inspiré n'est-ce pas, ce pays, c'est-à-dire que ceux qui ont versé le sang pour ce pays, pour que ce pays soit là, à moins que nous ayons des problèmes de conscience, en nous disant que nous ne sommes pas nous sommes en train de les trahir. Du coup, on n'est pas trop emballé pour les célébrer parce que nous avons honte de nous-mêmes. J'en sais rien. Moi, je suis d'abord sémioticienne. Nous, on lit les signes. Alors, moi, je comprends pas le traitement assez léger de cela. Vous nous interpellez, vous interpellez la presse. Et moi, je crois que je ne pense pas que ce soit un traitement léger. Allez-y. Mais simplement, même d'abord des gouvernants. Qu'est-ce que les gouvernants, c'est-à-dire, font des martyrs de ce pays? Est-ce que vous voyez qu'est-ce qui est organisé à l'intention de ces martyrs, ou alors pour célébrer ces gens qui ont versé de leur sang, les Oumniobé? Est-ce qu'il y a une journée au Cameroun où on célèbre ces gens? Non, vous n'allez pas demander à la presse de venir faire le travail. Non, je n'accuse pas. Donc, quand vous parlez du traitement léger, c'est la presse. Oui, bien sûr. Dénoncez d'abord l'indifférence de la République, de l'État, des pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'une nouvelle comme celle-là, le ministre de la Culture serait monté au créneau et faire une conférence de presse pour annoncer cela aux Camerounais. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont au courant simplement à travers votre intervention. Donc, dans un pays qui se veut sérieux, le ministre de la Culture monte au créneau et fait une conférence de presse pour annoncer cela. Lorsque il arrive parfois de commémorer les anniversaires peut-être des décès ou alors des assassinats des martyrs. Qu'est-ce que l'État fait? Qu'est-ce que le gouvernement fait? Qu'est-ce que les gouvernants font? Rien. Ils ignorent carrément ces journées. Donc, la presse ne va pas venir récupérer quelque chose ou bien simplement pour faire plaisir à ces gens-là. Ils ont le devoir, c'est-à-dire l'État. Si l'État est là aujourd'hui, c'est grâce à ces gens. Et l'État a le devoir, effectivement, de commémorer ou alors de célébrer ces personnes. Oui, mais je ne suis pas en train de dédouaner l'État. Puisque si vous avez... Oui, mais là, vous avez suivi ma deuxième articulation. Vous avez suivi, quand vous utilisez les termes, vous avez suivi là où j'ai chuté. J'ai bien dit, à moins que nous n'ayons honte de ne pas suivre véritablement leur pas, leur sens du patriotisme. Donc ce n'est pas seulement la presse. Mais il faut savoir aujourd'hui que la presse, la communication est au-dessus de tous les pouvoirs.
parce que la communication était hier le 4e pouvoir, mais aujourd'hui c'est le premier pouvoir. Ouais. Parce que la communication fait et défait les hommes du pouvoir. Ouais. Donc si vous voulez véritablement mettre un événement au centre, vous n'avez pas besoin de l'aval de qui que ce soit. Donc il faut aussi connaître, savoir les limites de la communication camerounaise aujourd'hui, qui va beaucoup plus dans le sensationnel, qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que je gagne pas, où les gens travaillent peu. Je le dis parce que on m'invite souvent et les gens me posent des questions où je suis en train de leur donner le cours sur les questions qu'ils posent, parce qu'eux-mêmes ils posent mal les questions. Donc, je suis en train de dire, il y a des moments où certains journalistes, pas tous, ne travaillent pas, donc ne sont même pas au courant. Donc, vous devez aller chercher l'information. Ce n'est pas le gouvernement qui doit vous emboîter le pas. Vous êtes plus puissant que le gouvernement. Puisque vous pouvez même détruire le gouvernement. Nous en sommes conscients. Vous êtes plus puissant. Mais j'aurais aimé. Il n'y a pas de souci. Même établir la responsabilité. Oui, d'abord, au moins, avant même ces médias qui sont clochardisés par ce pouvoir, parce que ce pouvoir ne souhaite véritablement pas que la presse fasse son travail normalement. C'est pourquoi vous voyez donc, ils font tout pour que les Camerounais ne soient pas au courant de ce qui se passe. Ça aussi, peut-être que le professeur... Non, il doit chercher. Le communicateur va chercher l'information où il faut. Le communicateur ne téléphone pas au gouvernement. Je voudrais justement qu'on y travaille et dès la semaine prochaine, et que tu ne dises pas que nous devons d'abord appeler le multiculture. Du tout. C'était ce sujet. Voilà, d'accord. C'est plutôt une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle pour notre pays, pour l'Afrique et pour tous nos martyrs anonymes ou vivants que nous devons célébrer. C'est une reconnaissance. On espère donc que le message il est allé aux oreilles de ceux-là qui devraient d'une manière ou d'une autre être partie prenante de ce type de cas, on va le dire ainsi. Voilà, bien sûr. Nous revenons donc sur la thématique de ce jour. Dieudonné Oyono a quitté après 4 ans et 7 mois de détention. Ancien recteur de l'université de Douala, accusé de détournement et de coercition. Grand mélomane aussi. Grand mélomane, ça vous l'avez retenu. Et donc, accusé de détournement et de coaction de détournement d'1,4 milliard de francs CFA. Son co-accusé, c'était Abdoulaziz, ancien agent comptable. Évidemment, il a été acquitté par le TS, c'était mardi 4 octobre dernier. Et donc, il est question de détournement de la TVA relative aux Jeux universitaires de l'année 2014-2015. Mais le concerné lui-même fait des précisions, disant qu'il admet avoir géré le BIP, donc le budget d'investissement public de 2014, soit 800 millions de francs CFA. Il a ordonné avant son départ de l'université, il est parti le 15 septembre 2015, 669 744 620 francs CFA. Et aussi pour les marchés de 2015, pour lesquels il est accusé, c'était au 4e trimestre. Il précise donc que c'était après son départ. Dans tous les cas, il est acquitté aujourd'hui. Et la thématique dont se pose sur la toile, il faudrait qu'on jette un regard là-dessus. Alors, professeur, après la libération de l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, Basile Atanakuna, le professeur Dieudonné Oyono est acquitté. Quelle est l'appréciation que vous faites de cet acte du TCS? C'est assez délicat. Moi, je ne suis pas juriste. D'abord, il faut le reconnaître. Je m'intéresse aux civilisations africaines. Ouais. Donc, je m'intéresse aux questions d'équité et de justice. Sur le plan civilisationnel. Je pense que sur le plan humain, on ne peut pas d'abord détenir un individu pendant très très longtemps pour après l'acquitter. Parce qu'il y a un problème d'honneur, de dignité. Comment activer cela? Mais comme j'ai une formation aussi en sciences politiques, je peux l'analyser aussi sur le plan anthropologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la notion du secret veut que parfois il peut avoir des motivations d'arrière-boutique. Et on anticipe, on met la personne de côté, le temps que l'affaire ne soit refroidie au réfrigérateur, et après on la quitte. Et là, nous sommes pleins en politique. Ce n'est plus le droit, c'est la politique. Donc là, il faut fouiner un peu plus. Or, je n'ai pas les éléments, je n'ai pas d'enquête autour.
est-ce qu'il avait-il affiché quelques ambitions? Et on a voulu donc un peu le neutraliser, c'est-à-dire en sciences pour dire le mettre au froid, au frigo, le temps de le calmer un peu pour éviter qu'il ne présente en clair ses ambitions. Et après, quand on se rend compte que ça s'est calmé, on le ressort pour dire on l'a acquitté. Ça se fait beaucoup dans la politique. On a vu ça avec Mitterrand plusieurs fois en France, quand il neutralisait lui-même ses adversaires. Donc, là, ça peut s'expliquer en politique. Ça se fait. D'accord. Mais, sur le plan juridique, il y a quand même effraction. Mais sur le plan politique, tout est permis. C'est un coup. C'est-à-dire, sur le plan politique, on peut analyser ça comme un coup politique. Ouais. C'est-à-dire, on met quelqu'un au garage pour un temps, et après on dit on l'a acquitté. Bon, c'est vrai qu'on ne lui connaissait pas vraiment des ambitions politiques. Non, c'est ce que je dis que je ne sais pas. C'est pour rassurer, en tout cas. Sur le plan anthropologique, sur le plan juridique, sur le plan politique, j'essaie de mettre ces trois volets pour voir dans quelle mesure, comment on peut l'analyser. Mais en réalité, c'est vraiment une entorse vraiment à sa personne. Parce que moi, je le connais, enfin, je l'admirais plus, j'ai été surprise qu'il soit arrêté, mais je l'admirais plus comme mélomane, parce qu'il me rappelait le père d'Henriette Ekwe et Bongo Anatole, il me rappelait mon propre père, j'adore la musique classique, et je l'adorais d'autant plus quand il présentait cela. C'était avec beaucoup... Oui. Il a été présentateur, vraiment. Donc, il adore la musique classique. J'adore la musique classique. C'est quelqu'un que je ne pouvais pas passer les dimanches à partir de 22h. J'étais scotché parce que j'adore ce qu'il fait. Alors, au niveau du piano, de l'orgue et tout. C'est un maestro, c'est de la maestria. Mais j'ai été un peu déçu par... cette fin de parcours, voilà. En tout cas, on ne pourrait pas dire qu'il s'agit d'une fin de parcours. Je sais rien. C'est le début. Alors, Ahmed Bala... Parce que ça détruit, hein, ça détruit. On va y arriver dans tous les cas. Ahmed Bala, je vais vous raconter une anecdote. Alors, il s'agit d'un village où on arrête tous les animaux. En fait, pas qu'on arrête tous les animaux, on décide d'arrêter des chèvres. Et donc, il y a une antilope qui décide de fuir. Et rencontre un éléphant qui lui demande, mais où tu vas comme ça? Il dit, mais non, on est en train d'arrêter les chèvres. On dit, non, mais tu n'es pas chèvre. Il dit, non, là-bas, quand on t'arrête, il va falloir beaucoup de temps pour qu'on essaye de définir que tu n'es pas une chèvre. C'est pratiquement le cas de Dieudonné Oyono, qui a mis 4 ans, pratiquement, 7 mois, pour qu'on détermine finalement qu'il est acquitté. C'est carrément 4 ans de sa vie. Quelle est la lecture que vous faites de cette libération-là? C'est extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. La première chose, c'est ces gens qui ont estimé qu'il avait détourné. Qu'est-ce qu'ils avaient comme élément de preuve? Parce que 4 ans, c'est à 4 ans après qu'on vienne, par exemple, connaître qu'il n'est pas coupable. Non. 4 ans? Non. On voudrait donner raison à une certaine opinion qui pense que l'opération Épervier obéit à une logique à tête chercheuse et qui s'enracine même encore plus dans l'obsdo mouvement de lutte contre la corruption ou alors d'assainissement des mœurs économiques qui est porté par le binôme rigueur et moralisation depuis 1982. Et vous comprenez que on est aujourd'hui en droit de se questionner sur la charge, peut-être sur la charge symbolique même de l'opération Épervier. Et même sur est-ce que ces gens qui estiment que c'est une affaire d'épuration politique ou alors de coup bas et tout, est-ce que ce n'est pas avéré? Quelqu'un ne peut pas passer 4 ans en prison et vous venez lui dire aujourd'hui que non, on avait tort. Non, cela prouve tout simplement que nous écrivons depuis longtemps, depuis une dizaine d'années dans les pages économiques et politiques et nous l'avons toujours dit, nous sommes au crépuscule d'un régime, d'un pouvoir. Et généralement, lorsque vous arrivez au soir donc, de ce pouvoir, il y a des batailles, des réseaux qui se constituent.
Et il suffit simplement que vous ayez des accointances avec quelqu'un qui aurait cette velléité de pouvoir, qu'on vous assimile à lui et vous êtes ce qu'on appelle une victime collatérale. Donc, Monsieur Oyono, aujourd'hui, moi je peux mettre Monsieur Oyono dans le, c'est-à-dire que dans le panier des victimes collatérales. Pourquoi? Parce que sa proximité avec certaines personnalités. Aujourd'hui peut-être il empathie aujourd'hui, mais toujours est-il que on est là clairement dans une, c'est-à-dire que sur un terrain où des gens se livrent une bataille impitoyable, où tout est permis. C'est-à-dire on est en mesure de venir vous prendre là, on vous enferme, on vous colle certains soupçons présumés détourneurs et tout ça là, vous aurez peut-être fait même bas sur la fortune publique et tout. C'est quelques années après, comme le professeur a dit, quand on se rend compte que vous n'êtes plus, ou alors ce qu'on voulait faire est passé, on peut maintenant vous libérer. Je crois que avec ça, on est en droit, effectivement, de se demander est-ce que l'opération Épervier a véritablement encore tout son sens? Est-ce que... Vous n'avez pas l'impression? Avec une situation comme celle-là... il veut dire tout simplement que ça, peut-être au départ, ça fait peut-être une bonne intention, mais ça a subi des distorsions et des déviances. Aussi, on a peut-être aussi exploité ça à d'autres fins. Aujourd'hui, des gens il n'a pas dit que utilisent cet instrument pour éliminer tout le monde. C'est-à-dire que je vous ai dit qu'on est aujourd'hui au crépuscule. Donc, les gens sont en train de se battre pour, c'est-à-dire que, comment on dit, la bataille de succession. Des gens voient les réseaux se constituent, les amitiés, les liens et autres, tout. Donc, les gens se battent. Si monsieur Fouda est l'ami de tel et on se rend compte que en enlevant par exemple, vous êtes son bras, je peux dire son bras séculier, si on vous enlève, ça va quand même handicaper, fragiliser le camp adverse, le réseau adverse. On est obligé de se livrer à ce type de bataille impitoyable. Beaucoup sont en prison aujourd'hui et je suis convaincu qu'ils ne sont même pas encore jugés jusqu'à aujourd'hui. Des gens ont passé déjà près de 2, 3, 4 ans là-bas en prison, ils n'ont jamais été jugés et vous verrez peut-être que plus tard on viendra vous faire savoir que ces personnes elles sont innocentes. Mais qui va donc payer? Parce que la question maintenant, qui va payer? Parce que le préjudice qui lui a été causé, non seulement politique, parce que ça a un coût politique, même familial, juridique et même social. Vous pouvez imaginer ce que ça représente. 4 ans de vie, vous êtes en bagne. 4 ans de vie, vous êtes en bagne, où des gens estiment que ceux qui sont en bagne sont des prévaricateurs, et donc vous êtes déjà étiqueté. Vous imaginez comment vous reconstruire une carrière, une personnalité au sein. Mais attendez, qui va payer donc tout ce temps perdu, ou alors le temps qu'on l'aura gardé en prison, qui va payer ça? C'est des milliards. Alors pour ça, n'est-ce pas là un aveu, on va dire, d'incompétence quand même, d'une manière ou d'une autre? Non, moi je ne rentre pas que c'est un aveu d'incompétence, puisque à partir du moment où ça obéit à des logiques qui peuvent être mafieuses et tout, on ne va pas chercher la cohérence épistémologique de ce côté-là. Moi je ne rentre pas là-dedans. Moi mon problème c'est quoi? Le véritable problème c'est que dans la société, chaque chose doit avoir sa place. Et c'est tout ça qui fait le puzzle. Le véritable problème c'est quelle est la vision de l'Afrique, quelle est la vision du Cameroun, quelle est la vision de ces intellectuels. Parce que je ne comprends pas que des gens qui ont fait des bonnes études, qui appartiennent à des structures pour booster ces environnements, ne se concentrent pas dans ce qu'ils ont à faire. Hein? Et sont là, dans des partis politiques, montent et descendent dans une intellectualisation de la mendicité et puis à une alimentalisation de l'intellect. Moi, je ne comprends pas. C'est ça mon véritable problème. C'est-à-dire que lorsque vous êtes réfléchissez pour la part, restez dans votre pensée. Laissez la politique aux hommes politiques. Laissez la politique aux spécialistes. Les gens qui sont de l'ENAM, les gens qui sont de partout là, qui sont prêts à tout, qui vont au fin fond des villages remettre les sacs de riz et les mokanjo et tout ça. Ils sont très bons là-dessus. Nous ne connaissons pas ces choses-là. Laissons ça. Je trouve ça de plus en plus quand même, les universitaires,
Et ça donne quoi? Ils vont plutôt ça donne quoi? Il y a des problèmes de l'heure. Nous avons les problèmes de l'unité de l'Afrique. Nous avons les problèmes de qu'est-ce que les autres... Là, on voit les pays européens s'organiser, les pays occidentaux s'organiser. Nous devons réfléchir par rapport à notre continent. Et nous devons réfléchir par rapport à notre environnement. Nous devons savoir quelles sont les jeunes générations qui vont devenir demain. C'est moi qui dois le faire. Mais alors, si je monte et je descends pour faire les alléluia à gauche et à droite, qui va le faire à ma place? C'est ça, quand on prend un doctorat, c'est parce qu'on veut faire de la recherche. Et quand on fait de la recherche, c'est pour former des générations. Il y en a qui portent juste le titre. Donc, c'est leur problème là-bas. C'est leur problème. Moi, je parle sur le plan authentique. Maintenant, les autres, ils font de leur vie ce qu'ils veulent. Kwame Nkrumah a été clair là-dessus dans les partis politiques d'Afrique noire. Il y a les intellectuels non aliénés et les intellectuels aliénés. C'est pas moi qui dis, c'est Nkrumah. Donc, je veux dire que quand on prend les responsabilités, qu'on est un intellectuel, restons à l'université, arrangeons les laboratoires, travaillons, c'est sur ça qu'on nous attend. Laissons la politique aux politiciens, parce qu'à un moment donné, les coûts, donc, parle mon frangin là, on ne peut plus les assumer parce qu'on n'est pas préparé pour ça. On n'est pas préparé pour ça. On dit souvent aux gens, descendez, allez verser les riz et les mokanjo là-bas, derrière Aquanor et tout. Mais la personne ne peut pas passer, c'est pas faire ce genre d'activité. Et il y a une gare qu'on a fabriquée à l'ENAM qui a vu, qui s'est donné 3 ou 4 ans pour devenir quoi que ce soit dans le parti. Et tout, le gars est d'une agitation, une autre pareille. Il te dit tout et n'importe quoi, il s'en fout. Il va te dire que rentre au campus, va faire tes affaires là-bas. Ici, là, on est sur le terrain, en plein Aquanor, en plein pays Boumier-Bel et tout et tout. Tu peux jouer ce jeu-là. Donc, dans la vie, il faut dire honnêtement, chaque chose va être à sa place. Et nous devons mûrir nos projets avant de les assumer. Mûrissons. C'est-à-dire, je veux dire quoi? Si vous savez au fond de vous que vous rêvez d'être le ministre, vous rêvez d'être ceci, vous rêvez d'être cela, mettez les moyens en œuvre qui ont trait à ça. Ne passez pas par les standards, par par l'antichambre universitaire. Après, on commence à humilier les universités en disant voilà l'université, voilà ce que l'université produit. Alors que l'université, c'est un milieu noble, c'est un milieu qui forme, c'est un milieu de vision et de philosophie qui donne l'éclairage à son peuple. Hein, Sartre le disait. Hein? D'accord. Donc, un intellectuel, c'est celui qui donne de l'éclairage. Ce n'est pas celui qui est dans la politique politicienne. C'est celui, c'est-à-dire qu'une politique qui ne produit rien. Hein, qui arrive dans le ventral, dans les ceci. Parce que moi, ça me fait vraiment très mal, ça me fait peiner que nous soyons de plus en plus engloutis. C'est-à-dire... Et même abrutis. Oui, c'est-à-dire cette partie qui doit être ce que les Congolais appellent un Mfumukanda, c'est-à-dire la tête du peuple, devient engloutie dans les affaires des finances, des détournements, des ceci. Ça nous rabaisse et ça nous fragilise. Et ça fragilise mon corps de métier. C'est ça. Ça me fait, je le dis parce que je pleure à l'intérieur de moi, j'ai très très mal que les intellectuels soient de plus en plus engloutis dans les affaires de finances, non, pas même de politique, mais c'est-à-dire la finance. Tu peux même être éclaboussé en politique, sans être amené aux affaires des flous, des finances, des détournements. D'accord, c'est entendu, professeur. Le temps de passer la parole à Ahmed Mbala. Alors, Ahmed, notre justice vous semble-t-elle juste et même crédible à cette allure-là, quand même? Attendez, si quelqu'un passe 4 ans en prison et vous être venez lui demander, et il sort aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez dire? Non, mais je crois que en écoutant le professeur, il faut qu'on se questionne à nouveau sur comment est-ce qu'on voudrait développer notre République. Et il y a certains mécanismes mis en place par le régime pour pouvoir atteindre donc cette émergence. Et vous savez, je parlais tout à l'heure, vous savez que le président Biya a
avait marqué son arrivée au pouvoir avec un binôme rigueur et moralisation. Et les gens d'ailleurs ont dit que il est resté cohérent. C'est pourquoi il a engagé la lutte contre les prévaricateurs et autres, contre les détournements des deniers publics. Mais aujourd'hui, au regard de l'évolution de la chose, est-ce que la charge symbolique est encore évidente? C'est-à-dire que est-ce que l'idée qu'il a voulu donner à la chose est encore la même? La marionnette ne semble pas prendre en tout cas. Voilà, est-ce parce qu'aujourd'hui, c'est pas vous savez qu'il y a des décisions où alors certaines personnes sont libérées simplement par un coup de fil. On a vu ça dans cette République où on vous dit que c'est la présidence qui a demandé. Vous comprenez que la justice devient une justice qui est aux ordres, une justice qui n'est pas indépendante, comme on voit dans certains pays où un magistrat ou alors un juge dit au président de la République que je suis le patron de ma juridiction, donc je n'ai pas besoin, ou alors on convoque même le président de la République. Donc, et il y a l'autre chose, c'est-à-dire est-ce que le potentiel qui devait permettre de dissuader, ou alors le potentiel pédagogique même de la chose, c'est-à-dire de l'opération EPV, parce qu'on estimait que cela pouvait être un outil de dissuasion vis-à-vis de ceux qui auraient ces intentions, par exemple, de toucher à la fortune publique. Mais quand vous observez, est-ce qu'on en a l'impression? Il suffit simplement de jeter un coup d'œil sur le dossier lié au fonds affecté à la lutte, à la riposte nationale contre le Covid-19. Vous avez lu, comme moi, comme tous les Camerounais, le rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Vous comprenez que nous avons toujours des personnes dont l'histoire de l'opération EPV ne dit absolument rien, parce qu'en fait, eux-mêmes ont compris que il suffit que vous soyez du bon camp, c'est-à-dire que du bon réseau, pour être épargné, ou alors pour que vous soyez épargné de toute poursuite. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, on fait savoir qu'ils auraient pris, il y a eu des fautes de gestion de tel montant, un milliard de francs CFA, mais n'ont jamais été convoqués, ou alors aucun juge ou aucun procureur de la République ne s'est auto-saisi pour interpeller ou alors convoquer ces différentes personnes. Donc, quand vous allez me demander aujourd'hui si la justice est une justice qui... attendez. À double vitesse. Non, à votre avis, est-ce qu'on a encore besoin de s'exprimer là-dessus? Vous n'avez qu'à voir comment certains dossiers sont traités dans la République. Déjà, des gens vous parlent de ce qu'ils avoir un minimum de crédibilité. Autrement dit... Mais je crois, parce que j'ai le fait d'avoir échangé par rapport à certains dossiers, d'échanger avec certains juges, je crois qu'aujourd'hui, les juges ou les magistrats ont besoin effectivement d'être indépendants. Et certains prennent même des décisions. C'est-à-dire que vous vous souvenez quand même d'un juge qui a envoyé un ministre de la République en prison. C'est-à-dire que passé une nuit, n'eût été l'intervention du chef de l'État, le ministre en question serait resté derrière en bail. Donc, il y a des magistrats, des juges qui estiment qu'ils doivent en principe, c'est la loi, c'est le droit, ils doivent simplement travailler en fonction de cela, de la loi, du droit. Ils n'ont pas de pression à recevoir de quiconque. Mais nous sommes dans une république où on vous dit que tous ces pouvoirs ont toujours un chef suprême. Ça veut dire que il peut à tout moment décider de votre éviction, ou de votre affectation, ou de votre révocation. Donc, une justice qui a donc un épée de Damoclès sur sa tête, peut-elle véritablement travailler les mains libres? Non, je ne pense pas. Elle est les mains liées, elle agit aussi en fonction du politique, parce qu'aujourd'hui c'est le politique qui décide de tout. Le professeur disait que pourquoi les intellectuels doivent rester dans les amphis et tout mais professeur, vous faites comme si vous faites, je me dis que vous faites exprès de passer à côté du fait que tous ces intellectuels, même au milieu universitaire, certains sont portés. Non, je ne passe pas à côté de ça. Non. Je suis en train de déplorer cette situation parce qu'on ne peut jamais être derrière la personne et lui interdire ce qu'il veut faire. Oui. Donc, mon but, c'est de voir qu'on est en face. Nous avons choisi un camp et on n'arrive pas à l'assumer. Oui. C'est de ça qu'il s'agit, à mon humble avis. Oui. Mais je ne suis pas en train de vouloir fuir quoi que ce soit, dans la mesure où ces gens-là, quand ils choisissent, ils le font à leur âme et conscience. Et vous savez que même dans ce milieu universitaire,
vous savez bien que dans ce milieu, il y a même des promotions qui sont faites là-bas, c'est-à-dire dans le milieu intellectuel, qui sont des promotions douteuses. Et même des titres académiques, c'est-à-dire et des docteurs et des professeurs, certains sont, c'est-à-dire que il y a des gens qui décrivent la manière dont certains sont portés, par exemple, obtiennent leur doctorat. Et quand vous regardez la manière dont l'intellectuel est clochardisé, nous avons vu comment des docteurs se retrouvaient à dormir en plein air devant le bâtiment d'un ministère simplement parce qu'ils veulent être recrutés. Vous imaginez donc qu'on vous fait savoir que vous êtes recruté par une note spéciale. Donc vous devez votre recrutement à un monsieur. Ce n'est pas par rapport à vos qualités intellectuelles ou à votre... Mais c'est parce que quelqu'un, la magnanimité de quelqu'un qui a décidé que bon, monsieur Fouda, je décide aujourd'hui de vous recruter dans votre doctorat là, si vous travaillez demain. Donc vous comprenez que ces gens sont obligés d'être redevables. Et se retrouve donc à servir, c'est-à-dire que à des postes politiques, et vous ne pouvez pas avoir un poste politique sans être gestionnaire, sans gérer des fonds. Vous êtes obligé de gérer des fonds. Et comment? Puisqu'après, lorsque vous êtes donc nommé, même demain vous serez recteur, je vous le souhaite d'ailleurs. Demain vous serez recteur. Vous n'êtes peut-être pas à l'aise où je suis. Non, mais si on vous nomme recteur, voilà, moi je veux pas demain vous serez recteur et vous verrez professeur. Je crois que je fais très bien. Même chef de département. Déjà que c'est un poste de responsabilité et qui est d'ailleurs convoité. Vous vous rendez compte? Je m'occupe de l'académie. Des gens s'interrogent sur le fait que, mais attendez, qu'est-ce qu'elle a fait sur le plan politique pour mériter, nous qui avons mouillé le maillot et sommes matin, midi, soir et soutenons ce parti, qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter cela? On va vous obliger demain à aller arborer un habit du parti, un tissu du parti, simplement parce qu'on estime que votre nomination au poste de chef de département n'est même pas, mais simplement du politique. Voilà. Dans tous les cas, professeur... On m'a jamais obligé de quoi que ce soit. Oui, peut-être moi, je pense que vous êtes peut-être l'exception. On m'a jamais obligé de quoi que ce soit avant que qu'on vous attire. C'est parce qu'on lit déjà vos intentions et vos manières de faire. Ce sont nos manières, nos pensées et nos attitudes qui attirent quoi que ce soit. Personne n'est l'esclave de personne s'il ne veut pas mettre ses mains. C'est de ça qu'il s'agit. Professeur, il y en a quand même qui se sont retrouvés. Et il y a aussi qui ont fait bien le travail. Le Cameroun n'existe... Parce que vous pensez que le Cameroun existe sur certains périodes. Le Cameroun existe depuis les années 60, les années 50. Il y a des gens qui ont bien fait leur travail dans ce pays. Hein. Et même si ce pays marche, c'est parce qu'il y a aussi des gens qui essayent de faire, ils sont peut-être pas nombreux, mais qui font bien leur travail. Oui. Mais ceux-là, on n'en parle pas beaucoup. On parle plus des gens qui se mouillent dans quoi que ce soit. Moi, je sais qu'il y a des gens qui peuvent se mouiller, mais il y a aussi des gens qui ont décidé de faire bien leur travail et qui n'ont pas besoin de se compromettre de quoi que ce soit. Parce qu'après tout ça, c'est quoi? C'est le chaos. On va à quoi? Ce qui est important, c'est la mémoire. Mais quand les gens n'ont pas compris que ce qui est important dans la vie, c'est la trace qu'on reste et que c'est la mémoire, et c'est ça qui gêne. Parce qu'en réalité, on est quoi d'abord? Alors, professeur, je vais vous relancer. On est la mémoire. En parlant justement de traces. Et tout le monde ne se mouille pas forcément. Oui, en parlant de traces qu'on laisse, le cas naturellement qui nous interpelle, celui du professeur Dieudonné Oyono, cet acquittement au-delà d'une preuve, qu'évidemment, il y a des innocents qui sont incarcérés. Oui. Comment est-ce qu'on saurait rétablir ce type d'honorabilité? Je veux dire, cet acquittement, c'est une preuve, oui, mais est-ce qu'il est possible qu'il puisse repartir, le professeur Yono? Comment est-ce qu'on peut présager? Comment on peut compenser? La compensation. Il ne parle pas de la compensation. Il faut d'abord. L'avenir se présente comment pour lui? Est-ce que moi, je ne suis pas Madame Soleil. Je ne suis pas Madame Soleil. Donc je peux pas. Je suis pas devin, donc je peux pas lire dans les pensées ou dans son intégralité. Mais tout dépend d'abord de ton psychique. Et tout dépend aussi de l'intérieur. Parce que là, vous parlez maintenant de la dimension psychologique et aussi métaphysique. Il faut déjà qu'il n'ait rien à se reprocher. Parce que ça, c'est très important. Est-ce qu'il peut se regarder dans un miroir? Donc, il faut qu'il n'ait rien à se reprocher. À ce moment-là, s'il n'a rien à se reprocher et qu'en réalité, ça a été une erreur qui est beaucoup plus une erreur politique, c'est-à-dire idéologique, et non pas forcément
socio-économiques ou quoi que ce soit, il pourra rebondir. Par exemple, il faut d'abord qu'on lui présente les excuses publiques. Et en plus de cela, il y a je crois que les avocats sont là pour ce genre d'activité. Il faut qu'on essaye de calculer tout ça. On fait des calculs symboliques, comme il l'a dit tout à l'heure. On fait tout dans le symbolique. On essaye de compenser. C'est vrai que la compensation financière ne va pas laver ou épurer la dignité, restaurer la fierté de la personne, mais au moins sur le plan psychologique, ça peut toujours aider. Hein? Même si la dignité de l'homme, si les flics viennent ici, même s'ils repartent, même si on dit qu'ils n'ont pas pris, les gens, tout le quartier va dire que Fouda, c'est pas très clair. Là. Donc, moi, je pense que la justice doit faire, enfin, je veux dire qu'il a certainement des avocats compétents, j'espère, qui vont faire leur boulot, et qu'il faut aussi, et la dimension spirituelle aussi, va maintenant entrer en danse pour restaurer véritablement la conscience claire. Parce que quelque part, qu'on le veuille ou non, il a été atteint dans son intimité et dans son intégrité. Donc, il y a la dimension spirituelle qui doit l'accompagner, il y a la dimension psychologique, et il y a aussi le droit qu'on doit lire clairement. D'accord. Jean-Marie Naba, sur le partenaire. Dans tous les cas, Ahmed Mbala, justement, est-ce qu'il pourrait être rétabli dans ses droits? C'est vrai, on ne sait pas qui paiera la note. Rétabli, vous avez vu quelqu'un ici dans ces républiques qui a été rétabli? Il est dans ses droits, c'est-à-dire que monsieur, il y a l'ancien maire de Njombe Penja qui réclamait à l'État, effectivement, où est-ce qu'il a reçu quelque chose? Bon, je ne pense pas. Je crois que c'est un militant du RDPC, c'est un acteur du pouvoir, donc forcément, il est assez grand, et aussi c'est un homme politique. Il sait ce qui se passe, donc même étant en prison, lorsqu'il allait, chaque fois qu'il allait, par exemple, devant les juges, qu'est-ce qu'il disait? Il disait toujours que je suis innocent. Il disait qu'il est innocent tout le temps. Il sait exactement, même ceux qui sont là-bas en prison, ils savent les machines qui sont peut-être mises en place, peut-être pour broyer les uns les autres. Toute vérité, tout le monde là, c'est comme ça. Donc, je crois que, comme tout le monde s'est engagé à soutenir un homme, vous pensez vraiment qu'il va se retourner contre cet homme parce que dit qu'il demande à l'État de lui donner de l'argent et autres. C'est dit que c'est le système qu'il a soutenu pendant longtemps donc, moi, je me dis que c'est toujours bien quand ça arrive aussi, c'est quelque chose qui n'est pas, mais c'est toujours bien quand ça arrive aux acteurs du pouvoir. Comprenez, parce que chaque fois qu'on va décrier ces choses, on vous dit, les gens viendront sur les plateaux, vous disent non, tout est bien, vraiment la justice est claire, vraiment tout se passe bien au Cameroun. Mais quand ça leur arrive, vous comprenez, donc c'est là qu'ils commencent eux-mêmes à dire aux journalistes que c'est un tel, ils vous disent un certain nombre de choses. Là, vous comprenez effectivement qu'au sein de l'appareil, il y a des tensions, il y a effectivement une guerre qui est livrée de ce côté-là. Mais qui va payer la note? Je ne pense pas que quelqu'un puisse payer la note. Même cet État-là va lui faire savoir que bon, on a compris, puisque c'est toute une procédure. Et lui, moi je crois que en tant que il peut se relancer sur le plan politique, c'est-à-dire que étant même en prison, si vous vous souvenez, il fait partie des gens qui ont toujours demandé à soutenir Paul Biya, même pendant l'élection de 2018, comme M. Atanakuna qui appelait par exemple les gens de Ngouma à voter pour Paul Biya, étant en prison. C'est pas en sortant qu'il viendra dire que le même pouvoir de Biya lui reverse l'argent. Donc il va continuer tout simplement à soutenir le même système, le système qu'il a mis au cachot, et il est obligé, mais en espérant que demain, peut-être, lorsque tout sera clair et que les réseaux seront face à face, ils pourront effectivement se livrer la véritable bataille, parce que celui qui tient actuellement qui tient l'appareil de l'État, peut-être aura peut-être pris sa retraite et il aura laissé le champ. Bien, on espère tout simplement que le professeur Dieudonné Oyono va donc rebondir, et évidemment c'est un universitaire.
un mélomane, comme l'a dit le professeur de Lisanne Bosset. Il peut même enseigner, il peut rentrer à l'université enseigner, c'est un brillant enseignant. Voilà, en tous les cas, on espère tout simplement que sa famille s'est donc retrouvée autour de lui pour l'accompagner avec toute la chaleur nécessaire. Surtout la prière, comme la prière... parce que pour moi, la seule chose, c'est la prière. Parce que rien d'autre là peut l'aider. La prière, il faut simplement recueillir. Parce qu'il y a une reconstruction interne, immatérielle, de la destruction d'une personnalité. Donc c'est l'immatériel qui peut... Aucun milliard ne peut arranger ça. C'est ce qui lui arrive. Dans tous les cas, et puis on va prendre une respiration avec certainement nos annonceurs et on revient à la seconde thématique. Après ma réussite au baccalauréat, j'ai rêvé étudier dans une université qui favorise mon épanouissement. Pour moi, mon objectif était clair. Rejoindre une école supérieure qui se distingue par la qualité de la formation et qui me permet d'acquérir une expérience dans les pays développés et sur le marché du travail. À l'Institut supérieur Kalata International, j'ai trouvé à la fois l'épanouissement, mais aussi une famille, avec des enseignants qui jouent un rôle central dans mon développement. Ils me coachent de façon personnalisée et feront un suivi méticuleux de mon insertion socio-professionnelle après l'obtention de mon BTS, HND, licence et master professionnel. Ici, je bénéficie d'une infrastructure de qualité dans mon apprentissage, d'un programme qui me permet de compléter mon expérience à l'étranger et avoir une expérience professionnelle qui me rendra plus compétitive et mettra mes compétences à jour par rapport aux nouveaux outils modernes. Pourquoi les Chinois vivent-ils longtemps? Voulez-vous garder votre santé comme les Indiens? La solution est désormais connue à moindre coût par le docteur Clément Yves Olemi, spécialiste en médecine chinoise. Après avoir fait ses études en Chine et traité avec succès plusieurs maladies telles que le rhumatisme, le mal de nerfs, l'hypertension, l'infertilité, les MST et bien d'autres maladies rares, il débarque au Cameroun avec un personnel qualifié, des appareils de massage appropriés qui équilibrent et vous garantissent une santé de fer. Il met sur pied un laboratoire moderne et une pharmacie 100% bio, sans effets secondaires, à la valeur de vos moyens. Une salle VIP pour l'accueil des patients. Le standard répond au 691 19 87 68. Siège social Yaoundé, Cameroun, derrière la basilique de Volier. Les sciences environnementales sont une discipline complexe qui intègre les sciences physiques et biologiques telles que la physique, la chimie, la biologie, l'écologie, la pédologie, la géologie, la géomorphologie, la géographie, la climatologie et l'histoire de l'environnement. L'Institut supérieur des sciences environnementales de Colbison, ISSE, focalise ses enseignements sur des thèmes importants tels que changement climatique, santé environnementale, impact environnemental et social, droit de l'environnement, conservation et gestion des ressources naturelles. ISSE propose également les formations en banque et finance, douane et transit, assistant manager, comptabilité et gestion, ressources humaines, marketing, commerce et vente, gestion logistique et transport. L'ISSE a développé un réseau de partenariats avec l'Université de Californie Los Angeles Drexel, Ghent, Belgique et Prague en République tchèque. Les sciences environnementales, le creuset de nouveaux métiers. Le suspense renaît. Larmes de joie et de déception sont de retour. Des hymnes mythiques pour nous faire vibrer. Des événements mémorables pour nous marquer à jamais. Première Ligue, Liga, Série A, Ligue 1, Bundesliga et Ligue des Champions. Toutes les grandes rencontres, toutes les stars, toutes les plus belles compétitions sont à vivre en exclusivité sur les chaînes Canal+ Sport. Et jusqu'au 15 septembre, le décodeur HD est à 5 000 francs au lieu de 10 000 à partir de la formule Access. Bien voilà,
Voilà, c'est parti donc pour la seconde dorsale de libre expression de ce jour qui porte essentiellement sur Elecam, Elections Cameroun. 10 ans après, quel regard? C'est donc l'interrogation posée ce matin. On va rappeler quelques informations. 2011-2021, ça fait donc 10 ans de processus électoral au Cameroun. L'Elecam a donc a initié le 3 octobre dernier une série de rencontres avec les acteurs intervenant directement dans le processus électoral. Objectif visé, rendre plus crédible cet organe créé par la loi numéro 2006/011 du 29 décembre 2006. Et naturellement, c'est en 2011 qu'Elections Cameroun a donc organisé ses premières élections. Donc, premier président du conseil électoral, on a eu Samuel Fonkam Azou de 2009 à 2016 et actuellement Eno Abrams Egbert depuis 2016. Voilà donc le décor planté sur Elecam aujourd'hui, 10 ans après. Quel regard? Et je voudrais annoncer l'arrivée de Jean-Marie Anaba avant qu'on embraye évidemment sur cette seconde dorsale. Jean-Marie Anaba, bonjour et bienvenue sur le plateau. Finalement, vous êtes là. Bonjour à vous. Monsieur Fouda, je voudrais dire bonjour à vos téléspectateurs, vous présenter mes sincères excuses que je renvoie également à mes co-discutants ainsi qu'à ces téléspectateurs. Vous savez que il n'est pas évident quand vous êtes dans une métropole comme Yaoundé où les politiques d'urbanisation et autres ne font pas partie du cœur des intérêts de nos gouvernants. Nous avons été victimes de ces affres-là ce matin. Parce que voyez-vous, si pour un tour cycliste international, soit-il tour cycliste international portant le nom de la première dame, on a construit des routes qui n'ont pas de passerelle. Il y a quelques jours, vous avez suivi au moins 2 débats. Le premier sur une autoroute Yaoundé-Simalène qui n'a pas de passerelle. Le second sur un monument qu'on voudrait détruire. Donc, vraiment, ça n'a pas été facile. Vous savez que je n'arrive jamais en retard aux émissions de mes confrères, mais l'essentiel est que je sois là. L'essentiel est que vous soyez là. Je rappelle au passage que vous êtes journaliste chef desk politique à Royal FM, par ailleurs communicant du mouvement franquiste. C'est bien cela? Oui, c'est vrai que c'est la seule casquette que j'assume aussi officiellement. Ouais. Parce que il y en a que vous assumez officieusement, voilà. Bon, j'ai dit officiellement, si vous comprenez ce que je veux dire. N'allez pas poser d'autres questions. Donc, je suis secrétaire à la communication du mouvement citoyen pour la paix et l'unité, mouvement franquiste qui n'est certainement pas inscrit à l'ordre du jour. Non. Mais cette casquette-là, je l'assume parce que nous avons choisi un modèle et cela reste indiscutable. Nous n'avons pas besoin de prendre la clé des champs pour le dire. Monsieur Franck-Emmanuel Biya est un modèle d'intégrité pour ses valeurs d'humanisme également. Et nous sommes là pour le rayonnement de son image en tant que modèle et nous l'assumons au quotidien parce que le Cameroun est une république. Quand vous avez une association comme le MCPU qui a été légalisée par les autorités administratives depuis octobre 2021, je pense que les actions que nous menons au quotidien ne sont pas des actions empreintes peut-être des questions d'illégalité et autres, parce qu'il y en a qui se disent souvent, j'ai entendu même quand j'entrais dans ce studio, quelqu'un me titillait, on ne vous a pas interdit à tel endroit. Il n'a pas certainement la dernière information que nos manifestations sont encadrées par les autorités administratives, les forces de maintien de l'ordre et autres. La toute récente, c'est la remise des dons que nous avons faites au niveau de la région du Sud aux couches vulnérables et défavorisées parce que le mouvement est une association apolitique à but non lucratif qui milite pour des questions de paix et d'unité de notre nation pour accompagner le patriarche Paul Biya parce que nous respectons les institutions et ceux qui les incarnent. Donc, il est de notre devoir d'aider dans ces couches-là. C'est pour cela que nous continuons à travailler dans la légalité et dans les prochains jours, après Ebolova, où nous avons d'ailleurs installé la délégation régionale du Sud, nous allons aller cette fois-là dans la région de l'Ouest pour faire le même exercice. D'accord, c'est entendu. Donc, Jean-Marie Anaba, vous êtes sur le plateau. On va s'intéresser sur la question de l'ECAM 10 ans après. Quel regard, en commençant par le professeur de Lisane et Bossel, quel regard jetez-vous sur la gestion et l'organisation des élections au Cameroun?
Oh, ça, c'est une grande question. Le regard que je jette sur l'organisation et puis la gestion. Vous pouvez faire une autre appréciative. C'est bien fait. Okay. Moi, je pense qu'au niveau de l'organisation, il fallait une telle structure. Bon, maintenant, les personnes qui ont été choisies pour diriger cette structure, je n'ai aucun levier pour enfreindre et regarder leur moralité et aussi leur motivation. Se sont-ils battus pour être là parce qu'il y aura un budget à gérer? Ça, j'en sais rien. Sont-ils de diverses couches en termes de partis politiques? Là aussi, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que la couleur politique est un peu uniforme. D'accord. Et pour nous, en sciences politiques, ça devient un tout petit peu suspicieux. Parce que lorsque les gens vont parler d'une même voix, il y a deux issues. Soit la cacophonie de l'intérieur, soit alors la connivence de l'intérieur. Et là, il n'y a plus moyen d'apprécier. On a une personne depuis 40 ans. Et nous, ce que nous disons, ce n'est pas tant la longévité, c'est que lorsque on confie des responsabilités aux uns et aux autres, ces personnes-là doivent être à même de les assumer. Et lorsque on est dans une structure comme l'ECAM, cette structure, en principe, doit être apolitique. Et si la structure est véritablement apolitique, à ce moment-là, la gestion des élections ne souffrirait d'aucune souffrirait de rien. À tous les cas. Bon, maintenant, lorsque vous me posez cette question-là, elle est piège. Parce qu'il y a une monotonie, parce que s'il y avait eu des changements entre-temps, là, la vision serait beaucoup plus claire, puisque j'aurais un puzzle et j'aurais analysé. Et on a changé de directeur général. Mais c'est pas un problème de directeur. Mais la structure, quel est son rôle? C'est de gérer les élections. Mais voilà. Alors, justement, peut-être qu'Ahmed Mala puisse réagir sur la même question, évidemment. Est-ce que vous partagez cet avis-là où le professeur semble dire que le juge est parti en même temps? Mais, moi, je ne sais pas. Parce que quand vous posez cette question, c'est comme si vous versez de l'eau revient sur mon visage. C'est un peu compliqué, là. C'est pas pour vous embarrasser. Moi, je la comprends. Ouais. Pour comprendre pourquoi elle est embarrassée. C'est une question embarrassante pour elle. Ah, pour elle? Oui, bien sûr. Peut-être faire une bonne lecture. Oui, mais vous voyez comment elle est bien gênée, vous pouvez vous dire comment elle vous dit qu'elle n'a pas certains leviers qui lui permettent d'apprécier, d'être soit la moralité, soit autre. Mais une chose est réelle, c'est que Elekam a échoué. D'accord. Sa mission. Elekam, sa mission est effectivement le recensement. Sa mission, c'est le recensement et promouvoir les inscriptions sur les listes. Et quand vous observez, depuis 10 ans, vous vous rendez compte que Elekam a échoué. Est-ce que vous vous souvenez quand même qu'en 2018, Elekam a réussi la performance de pouvoir inscrire moins qu'en 2011 sur les listes. Vous comprenez? Vous partez de 2011 avec 7600. Ça aussi, ça pourrait s'expliquer sur le désamour des Camerounais pour la politique. Ce n'est pas une histoire de désamour. Si vous regardez un peu depuis, après les années 90, ONEL 1, ONEL 2 jusqu'à l'ECAM, quand vous regardez un peu le taux en ce qui concerne les inscriptions, vous vous rendrez compte effectivement que c'est un jeu. C'est un jeu qui est bien fait. Vous ne pouvez pas expliquer qu'en 20 ans,
peut-être en 20 ans, il y ait que peut-être 2 millions de Camerounais qui se soient inscrits de plus. C'est-à-dire que si vous regardez l'élection de 2004, ou en 97 par exemple, vous regardez en 2020, quand vous regardez la différence, la population, on parle de 15 millions, on est à 25 millions, 10 millions d'habitants de plus, et vous vous rendez compte qu'on parle peut-être de 4 millions à 7 millions. Donc c'est en 10 ans, 20 ans, il n'y a que ce nombre de personnes qui s'est ajouté. Bon, et l'autre chose, c'est que Elekam ne peut pas, vous avez posé la question de crédibilité. Elekam ne peut pas être crédible. Ça, c'est vous qui le dites en tout cas. Mais attends, du moment où c'est une personne qui vous nomme, vous êtes, c'est-à-dire que c'est lui qui nomme, et les acteurs, et ceux qui gèrent les élections, c'est comme le Conseil constitutionnel. Mais bien sûr, c'est Elekam qui nomme. C'est une personne, c'est un candidat, et généralement ça se passe à 6 à 8 mois de l'élection. On nomme donc le président du conseil électoral, le DG et tout. Vous voulez qu'on nomme quelqu'un et regardez qu'est-ce qui se passe généralement quand on les nomme. Qu'est-ce qu'il fait? Il fête. Le président du conseil constitutionnel, vous vous souvenez lorsqu'il a été nommé, il a fêté, il a célébré, ses images ont fait le tour. Il célèbre quoi? La nomination. Il y a même des gens qui sortent de prison. Qui fait. Donc, en fait, pour dire que il n'est pas, c'est-à-dire que la crédibilité, quand vous voyez certains partis politiques s'accoutent aujourd'hui en disant qu'ils ne peuvent pas prendre part à certaines élections, simplement parce que le code électoral, quand il est quand même d'ailleurs reconnu qu'il n'est pas très bon, il est quand même l'a reconnu. Il n'est pas parfait, en tout cas, il est perfectible. Oui, mais tout est perfectible. Tout est perfectible, mais le CAM lui-même reconnaît qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir dans ce code électoral et autres. Donc, si certains partis politiques prennent par exemple celui de ne pas prendre part à certaines élections, c'est simplement parce que, en fait, ils savent déjà que vous ne pouvez pas être jugé parti. Celui même qui organise les élections, celui qui va même proclamer auprès de qui on fera recours, c'est toujours la même personne. Il y a pas de crédibilité à ce fait-là. Et le Camel, là, simplement, c'est un instrument du pouvoir, c'est un instrument d'un monsieur, c'est un instrument d'un système qui l'utilise, c'est-à-dire demain, on vous enlève si vous ne faites pas le travail tel qu'il se doit, on nomme quelqu'un d'autre qui peut assurer. Bon, la seule chose, le seul changement que je peux observer qu'on met à l'actif, par exemple, c'est que les présidents ont changé. Oui, bon, non, pas les présidents, mais les autorités administratives n'interviennent plus directement parce qu'avant c'était ces autorités qui organisaient avec Onel. Maintenant il y a un organe, dit-il, soit-il indépendant entre guillemets, mais vous dites aujourd'hui que si un organe indépendant, regardez la coloration des LECAM. C'est des personnes qui ont un passif d'un parti. Ceux qui sont nommés de ce côté ne font plus partie du parti. Mais ils doivent leur nomination à une personne. Vous comprenez? C'est ce qui est dit. Alors, ce n'est pas ce qui est dit, c'est un fait. Qui sont nommés par quelqu'un, par le président de la République. Mais en même temps, on précise qu'ils ne font plus partie. Oui, mais du moment où vous êtes nommé, pour que le jeu démocratique soit clair, l'organe en charge, effectivement, de l'organisation des élections ne doit pas être le fait d'un individu, futur président de la République qui décide de nommer tout le monde. Vous lui êtes redevable. D'accord. Alors, Jean-Marie Mbala, justement, Onel 1, Onel 2 et aujourd'hui, Elekam. Et vous avez écouté tout à l'heure Ahmed Mbala qui, plutôt, voilà, comme une sorte de jeu. Vous avez l'impression qu'on a remplacé quelque chose qui ne marche plus par quelque chose qui ne marche pas. Quel est le regard que vous jetez sur Elections Cameroun? Déjà, je voudrais, même s'il me sera difficile de rectifier ce qu'un professeur peut dire, vous savez, nous respectons les maîtres de la science sur l'indépendance de ceux qui sont à Elections Cameroun. Je voudrais faire une précision. Il n'y a pas que les anciens militants du RDPC qui sont nommés à Elekam. Je vous prends un dernier cas en 2019. La nomination de M. Ndjipenji. Vous parlez d'une forte coloration. Oui, une forte coloration, mais je voudrais, il faut que les téléspectateurs, qu'on les aide également, en leur disant qu'il n'y a pas que les anciens militants. Oui, mais là, vous déformez mes propos. J'ai dit, non, ici, on ne fait pas de la politique. Okay? Moi, je suis une personne neutre. Je n'appartiens à aucun parti. J'ai tout simplement observé, et dans ma casquette de la personne qui ne sait qu'analyser, je dis qu'il y a une forte coloration.
Et lorsqu'on dit une forte coloration, ça veut dire que sur le plan du jeu démocratique, il peut avoir ce qu'on dit en anglais disbalance. C'est tout. Mais je ne suis pas en train de dire que ces personnes-là sont acquis ou absolument à la cause d'eux. Je suis en train de dire, dans la composition, on voit bien qu'il y a une... Donc, le jeu va peser automatiquement. Parce que si vous êtes vous trois, et moi je suis seul, et l'autre est seul, lorsqu'on va aller juger, lorsque vous faites bloc, je suis en minorité. À l'Assemblée nationale. C'est ça. C'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que j'ai dit. Donc, de grâce, ne déformez pas le propos et ne vous réappropriez pas non plus de ma personne. Parce que quand je regarde souvent les télés, on dit, on pique sur la personne. J'ai beaucoup de respect pour les gens de savoir. Non. Moi, je suis ceux qui me connaissent savent que je suis froide dans l'analyse. Vraiment, je suis une intellectuelle. Moi, le reste de calculer les postes ou les politiques, c'est pas mon truc. C'est entendu, professeur. C'est ça. Donc, je voulais juste que mon frangin comprenne ma démarche, qu'elle n'est pas tissée de... Il faudrait que le professeur retienne je ne suis que pas... je n'ai pas une intention de reprendre ce qu'elle a dit. J'étais en train de vouloir rappeler à vos téléspectateurs, c'est un devoir d'obligation parce que nous sommes là pour éduquer les masses. Dans Elections Cameroun, il y a certes des anciens militants du RDPC, il y a des anciens administratifs, mais il y a aussi des gens qui viennent de l'opposition. Et je vous citais le cas d'un haut cadre de l'UDC qui a été nommé membre du conseil électoral en 2019, M. Njipenji. Vous le connaissez très bien. C'est pour rappeler à nos téléspectateurs que, effectivement, oui, je suis d'accord avec le professeur qu'il y a une forte coloration, comme elle a dit. Maintenant, au niveau de l'indépendance de ceux qui sont à l'ECAM, vous savez quand même que il y a ce qu'on appelle la prestation de serment de ces membres-là, même si je peux être d'accord avec Ahmed Mbala qui sont nommés par une même personne et que ça peut laisser que le cœur battre plus fort pour cette personne-là ou pour son parti politique. Là, je concède cela au professeur. Maintenant, quand on prête serment, vous n'allez pas inventer des Camerounais qui seront nommés à des postes. Ça, c'est clair. Je crois que même dans nos universités, beaucoup pourraient reprocher à certains leur appartenance à une formation politique. Non, chacun est libre. Oui, chacun est libre. Ce sont des exemples que je prends pour dire que même dans nos universités, c'est la même chose. On peut, un apprenant peut également s'interroger devant un enseignant, vu ses dérapages aussi dans sa manière d'enseigner, en se disant que non, est-ce parce que vous êtes du parti au pouvoir que vous voulez orienter la manière dont vous venez nous éduquer ou nous enseigner ou nous apprendre un certain nombre de principes. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, pour faire le bilan d'Elections Cameroun, nous devons commencer par le prétexte. Pourquoi les consultations en ce moment? Maintenant, le contexte même de ces consultations. Vous savez que nous sommes dans un contexte où il y a un véritable désamour vis-à-vis des processus électoraux qui sont organisés au Cameroun, vis-à-vis de ceux qui, au sein d'Elections Cameroun, gèrent ces processus électoraux depuis pratiquement une décennie, avec notamment Elections Cameroun, comme vous l'avez rappelé, qui a pris le taureau par les cornes depuis 2011, après les gestions de l'administration. Donc, il y a quelque temps, vous savez qu'on a renouvelé le mandat des membres du conseil électoral. Et des gens ont commencé à dire que ce sont les hommes du président qu'il est en train de positionner pour la nouvelle élection présidentielle ou alors les prochaines échéances électorales. Bon, je ne peux pas le dire, je ne suis pas de ceux qui pensent ainsi. Écouter le bilan. Nous avons un gros cycle électoral qui est en train de se préparer. 2023-2025. Il est question que les acteurs, parce que quand on parle de l'ECAM, on semble ignorer que le code électoral a prévu qu'il y ait un ensemble d'acteurs considérés comme étant des acteurs du processus électoral, y compris vous les médias, qui êtes des acteurs indirects, parce que la loi électorale n'a pas mentionné les médias, mais rassurez-vous que les médias, c'est pour ça que cette semaine, nous étions parmi ces représentants des médias qui avons pris part à ces consultations à Elections Cameroun. Donc, les acteurs du processus électoral ont leur contribution. Et l'ECAM est juste l'organe, à travers son conseil électoral, qui peut superviser ce processus-là, et la direction générale des élections qui fait le reste sur le terrain. Maintenant, on ne commence pas par évaluer l'ECAM
au bout d'une élection. Vous savez que c'est un processus qui peut commencer par des opérations électorales. Est-ce que les Camerounais eux-mêmes qui critiquent l'ECAM aujourd'hui savent qu'il faut s'inscrire lorsque le 1er janvier arrive et que au bout de quelques mois, au 31 août, quand ces opérations-là sont clôturées, que le Camerounais lui-même soit le premier à se demander quelle a été ma contribution pour faire gonfler les chiffres de l'Elections Cameroun pour que le fichier électoral soit densifié. Je rappelle qu'à ce jour, il est à plus de 7 millions d'inscrits. Même si vous me direz que il n'y a pas grand changement. Maintenant, en guise de bilan, vous savez que l'ECAM a géré plusieurs échéances électorales de 2010 à 2021, dont la plus tumultueuse reste bien la présidentielle de 2018. Avec une légère, je mets légère contestation électorale pour des gens qui ont estimé que l'ECAM n'a pas joué franc jeu. Les partis politiques d'en face ou le principal parti politique d'en face n'a pas joué franc jeu. En dehors donc de ces récriminations des acteurs politiques, ils sont des acteurs du processus électoral qui à leur tour doivent aussi faire leur travail, comme je le disais tout à l'heure, en dehors du citoyen. C'est-à-dire qu'ils doivent être les premiers à insister sur la sensibilisation électorale, amener les Camerounais à être éduqués sur le plan électoral. Il manque une éducation politique et électorale aux Camerounais qui croient seulement aux acteurs des partis politiques ou aux leaders des partis politiques. Quand le leader a dit non, il est Camdérin, le système n'est pas bon, on n'arrive pas en tant qu'acteur politique à dire maintenant aux citoyens que voici ce qu'il y a lieu de faire pour que tu te reconnaisses dans le processus que j'ai Elections Cameroun. Quand on fait une évaluation, soyons d'accord que si on prend quelques chiffres, les élections les plus importantes, la présidentielle de 2011 et la présidentielle de 2018, il y a une chose qu'on a pu constater quand même, c'est que les chiffres décroissent à ce niveau. Parce que si vous avez une élection présidentielle de 2011, où on a 23 candidats, vous vous rendez compte qu'à la fin de l'élection, sur les 7 millions d'inscrits, il y a 4 millions de votants, et c'est là où j'attire l'attention des citoyens qui eux-mêmes ne vont parfois pas soit retirer leur carte, soit aller même voter. Si vous avez donc 4 millions de votants, et qu'un seul candidat qui est celui du RDPC se retrouve en train de rappeler les 3 millions, descendons, présidentielle de 2018, vous avez les chiffres qui baissent. Au lieu de 7 millions d'inscrits, nous sommes à 6 millions d'inscrits. Et sur les 6 millions, vous avez 3 millions de votants. Et sur les 3 millions de votants, le candidat du RDPC, à lui seul, a plus de 2 millions de voix. Ça peut donc donner raison à un Camerounais lambda, qui peut se demander pourquoi les chiffres sont en train de descendre et pourquoi on oscille toujours entre 6 millions et 7 millions, alors que l'ECAM nous a dit par exemple en 2017 qu'on devait atteindre le cap de 10 millions de Jean-Marie, je sais en disant que cette statistique que je relève démontre effectivement qu'il y a un problème. Le problème part d'où? La non-motivation des Camerounais eux-mêmes à être sensibilisés sur le plan électoral, à comprendre quelle est l'importance d'une élection. Maintenant, le jeu trouble de certains acteurs, comme des acteurs politiques, je n'exclus pas le RDPC, parce que quand je vous prends un exemple, qu'un même candidat gagne des élections, vous regardez un peu le nombre de voix avec lequel il gagne les élections. Beaucoup peuvent se dire au quartier que non, est-ce qu'il y aurait un fichier qui est réservé pour le candidat qui ne fait que remporter les élections, tandis que les autres ne parviennent même pas à la tête. Donc, il y a tout ça. Donc, moi, j'insiste en disant que il faut que les acteurs du processus électoral, si on veut faire le procès d'Elections Cameroun, que les acteurs du processus électoral fassent eux-mêmes leur propre procès. Qu'est-ce que nous apportons comme contribution pour la sensibilisation électorale, l'éducation politique des Camerounais à comprendre que on peut changer des choses. Nous avons vu une élection où certains ont boycotté, celle de février 2020, mais d'autres aujourd'hui ont des représentants au niveau du Parlement, dans des communes. C'est une preuve qu'avec même le même système électoral qui doit être réformé, il y en a qui sont sérieux et qui appellent à l'inscription massive des Camerounais. De toutes les façons, je retiens que vous appréciez, je retiens que vous appréciez l'élection Cameroun actuellement, en tout cas de façon positive. Maintenant, pour revenir sur les opérations d'inscription, professeur. Il apprécie, mais tout en montrant les limites. Il a on va y arriver clairement dans tous les cas. Non, mais il a montré les limites. Oui, aussi. maintenant, sur le processus d'inscription, est-ce qu'il vous semble efficace?
Non, mais en fait, n'arrivons pas d'abord au processus d'instruction. Ouais. Vous savez, le bas peuple, là, lorsque vous venez discuter, d'abord, le bas peuple n'est pas tellement instruit. Le bas peuple ne sait même pas ce qu'on appelle une inscription. Le bas peuple veut une route, de l'eau, le minimum pour vivre. Dès qu'un certain nombre d'éléments ne sont pas réunis, les gens créent un désaveu. Ça fait des inhibitions. Vous avez vu bavarder du matin jusqu'au soir, ça ne leur dit absolument rien. Donc les stratégies de l'ECAM, elles ont beau être des stratégies de base, des stratégies moyennes ou des stratégies très sophistiquées, la mayonnaise ne peut pas donner pour la base. Parce que normalement, pour s'inscrire, il faut une très bonne base. Or, est-ce que le bas peuple est véritablement partie prenante? Est-ce qu'elle est satisfaite? Est-ce que les minima sociaux sont respectés? Donc, ce n'est pas un discours qu'on va tenir aux gens affamés ou qui n'ont pas, qui vivent dans l'obscurité ou alors qui ont 3 semaines sans eau et vous leur dites d'aller vous inscrire dans les listes électorales. C'est pas de ça qu'il s'agit. Encore que, oui, mais le problème, petit frère, je vais vous dire une chose. L'éducation délivre l'homme. Mais il faut délivrer l'éducation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que vous soyez reconnu comme citoyen. Et pour être reconnu comme citoyen, il faut un minimum. Donc, lorsque vous êtes considéré comme un paria, le discours que vous venez tenir en amenant votre belle voiture dans un cachot, la mayonnaise ne prend pas, mon petit. Il y a tout un processus qu'il faut mettre en place pour attirer les gens. Et ce processus, c'est leur donner les minima sociaux. C'est ça. Donc, il faut savoir que là, souvent, on est intéressé. Là, nous faisons souvent la politique. On nous a transformé en, comment on dit, parfois en quelques prostituées, des choses comme ça. C'est-à-dire, les gens vont vers ceux qui ont les moyens. Et généralement, ils n'ont pas de convictions. Ils ont des convictions alimentaires. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont s'inscrire parce qu'ils s'attendent à quelque chose. Donc, ça ne veut pas dire... Non, bien sûr. Je vous ai dit qu'il faut sensibiliser les Camerounais. Non, mais c'est sûr. Angry man is an angry man. Angry man is an angry man. Donc vous ne pouvez pas sensibiliser à fond la caisse les gens qui ont fait. D'accord. Voilà, professeur, je vais dire dans ma prise de parole là tout à l'heure que Elekama a échoué dans sa mission. Pourquoi Elekama a été créé? Monsieur Anaba, moi il a dit qu'il va faire le but. Moi je m'attendais à écouter ce que Elekama fait. Ça nous prendrait différent. Mais par rapport à Onel, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau? Mais c'est la même chose. Au contraire même, regardez l'élection de 1992, regardez un peu le nombre d'inscrits. Nous sommes en 2018. Vous comprenez qu'Onel serait même mieux, on a tout simplement changé. C'est-à-dire que l'organisateur a simplement changé d'habit. C'est la même personne, on lui a juste dit, enlève le blanc, remets le rouge. C'est tout simplement cela. Et même en termes de sensibilisation, quel est le rôle? Lisez l'émission de l'ECAM. Lisez l'émission de l'ECAM. C'est l'ECAM. On dit pas tous les mois, j'ai dit bien tous les mois, et l'ECAM est chargé du recensement et de l'inscription par tous les moyens.
Qui doit sensibiliser? Vous mettez les acteurs du processus électoral. Non, mais attendez, et les camarades les moyens, vous comprenez? Et les camarades dotent et les camarades des moyens pour qu'ils puissent effectivement atteindre sa mission. Donc, vous n'allez pas demander à des gens à qui on ne donne rien de faire le tour mais des gens qui veulent gouverner, de faire le tour du Cameroun de la cité. Non, mais ils n'ont pas de moyens. Les partis politiques sont financés au Cameroun. N'ouvrez pas ce débat de financement des partis politiques. On sait comment ça se passe et comment ça se donne même dans des mallettes là à la télé. N'ouvrez pas ce débat là. Ce que je voudrais dire à mon frère, c'est que Elecam, quand on a créé Elecam, en fait c'est parce qu'il y avait de la contestation. On estimait que il est inadmissible que des administrateurs, que l'administration puisse gérer et tout. Mais les penseurs de la République, c'est-à-dire que les conseillers politiques du pouvoir ont dit, mais si ce n'est que ça, on va simplement enlever ces gens. Mais on remet ces mêmes personnes, mais c'est des retraités, c'est parmi ces gens qui sont, c'était des gens qui étaient des sous-préfets, des autres retraités, qui ont fait ce travail à autant donné. J'en connais certains qui sont à Elecam, qui étaient sous-préfets à l'époque. Mais donc, pour dire, on n'a rien changé. Et la preuve, Elecam n'a pas... qu'est-ce qui a changé véritablement dans le processus ou alors même dans le recensement et les inscriptions sur les listes électorales? Il n'y a rien. La dimension psychologique a prisé dans le choix. C'est-à-dire quelqu'un qui est fatigué, qui est retraité, qui veut asseoir. Et moi, vous avez parlé. Il n'a pas les idées pour... Lorsque M. Anaba évoque la sensibilisation, les acteurs politiques, oui, et les camarades récemment rencontré les acteurs de la société civile, les médias et autres, chacun a son rôle à jouer et tout, parce qu'ils ont un budget pour ça. On est en fin d'année, il faut justifier, il faut rapidement liquider le budget, puisqu'on va voter on va voter l'autre l'année qui suit. Donc il faut forcément, mais je dis, le fond reste le même. Est-ce que le processus électoral au Cameroun est crédible? Est-ce que l'organisation des élections au Cameroun est crédible? Est-ce que les personnes qui conduisent même, les personnes et acteurs même qui conduisent non seulement ce processus et qui vont parfois à la fin même décider parce que le conseil... Est-ce qu'ils sont même là pour faire le job? C'est ça la question. Quand vous allez faire le bilan, quand vous allez faire le bilan, moi je m'attendais, parce que lui il a reconnu que ça baisse, il dit ça baisse, ça baisse. Moi je m'attendais à ce qu'il dise ok, et le Kama a pu faire ceci, a pu faire ça, a pu faire ça. Moi, au contraire, c'est même catastrophique. On regretterait même Onel. Je vous rappelle que l'élection de 82, vous vous souvenez de ce qu'il y a eu entre le pouvoir, c'est-à-dire que la différence entre l'opposition, le représentant de l'opposition et le représentant du parti au pouvoir. Vous avez vu le taux de participation. Donc vous comprenez que la machine a estimé que si on laisse cette affaire continuer aussi clairement, on risque peut-être... On a donc mis en place une batterie pour réduire au maximum le nombre d'inscrits. Vous avez l'impression que... Mais c'est le cas, c'est le cas. Vous ne pouvez pas expliquer que de 2011 à 2018, on pompe le cam d'argent, des milliards de francs CFA, et le cam n'arrive pas à inscrire les Camerounais pour dire, comme raison, non, les Camerounais sont chez eux, ils n'ont pas la culture politique, ils n'ont pas l'éducation politique. Vous avez là, c'est sérieux quand même. On devait essayer de réviser les stratégies. Pourquoi pas aller inscrire les gens? Les stratégies, en fait, Elecam, il faut dire la vérité, Elecam ne peut pas adopter la stratégie, on lui dicte la stratégie de l'Elecam. Oui, on lui dicte la stratégie à Elecam. Je vous dis que la preuve. Est-ce que c'est pas un peu dur votre... Ce n'est pas dur. À Elecam, on lui dicte c'est-à-dire que la stratégie. Parce que quand vous écoutez le président du conseil électoral, quand lui-même a reconnu à un moment donné que c'est vrai, il y a eu quelques dysfonctionnements et autres, vous comprenez quelque part que il a des choses à dire, mais il se retient tout simplement. Il se retient. Il a la bouche pleine. Oui. Pourquoi il se retient? Parce que, bon, lui, c'est une chose éjectable. Il faut bien qu'il préserve ce beefsteak. C'est sérieux. C'est sérieux. Non, mais en fait, le terme est là. On a beau faire 1000 discours.
on chute toujours au même endroit, c'est-à-dire le contrôle de son territoire, du beefsteak. Oui, c'est clair. Monsieur Jean-Marie, vous permettez que je vous Vas-y, allez-y. Jean-Marie, un peu... Ahmed, justement, qui semble fustiger les efforts, même ceux entrepris récemment, les consultations à l'ECAM, qui en réalité s'inscrit dans la mouvance d'innover, parce que l'ECAM se remet en question. Maintenant, vous semblez pratiquement tout apprécier de l'ECAM. Je voudrais quand même que vous essayiez de nous relayer les forces les faiblesses, ça fait. Parce que, en 10 ans. Je voudrais. Je crois que j'ai commencé à le faire et le professeur l'a reconnu tout à l'heure. Vous savez, je reste journaliste quand je suis dans une émission sérieuse comme celle-ci. L'avantage que j'ai, c'est que même l'ECAM, si un responsable de l'ECAM regarde l'émission à ce moment, je suis l'un des rares journalistes à Yaoundé qui suit régulièrement le processus électoral. Même quand l'ECAM ne vous convoque pas pour un événement, à couvrir un événement, moi je vais sur le terrain. Je vais sur le terrain. Alors, soyons d'accord sur une chose. Le système électoral est à parfaire. Puisqu'il n'est pas parfait, la preuve, si l'ECAM décide de faire des consultations, comme vous le dites, c'est une preuve que non seulement l'ECAM voudrait s'arrêter, 10 ans après, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Vous avez récemment suivi. Et maintenant, je voudrais rappeler à M. Mbala que l'une des innovations ces dernières années, ce sont les campagnes de proximité, d'inscription sur les listes électorales. Je vous dis, avant pour s'inscrire sur les listes électorales, il fallait chercher une antenne communale. Est-ce que vous me suivez très bien? Depuis quelques années, et l'ECAM a donc amélioré. Et l'ECAM peut se retrouver au niveau des espaces publics, les églises, les esplanades des églises, les marchés et autres. Donc, oui, il y a des campagnes, voilà, les images le témoignent, il y a des campagnes. Permettez-moi, ça n'existait pas. Non, attends. Laissez-moi édifier les Camerounais qui ne savent pas que Elections Cameroun a développé des campagnes de proximité. Ça veut dire quoi? Si l'ECAM a compris qu'il y a un désamour des citoyens vis-à-vis du système électoral, du processus électoral, à travers les opérations électorales et autres, et l'ECAM a donc décidé d'aller rencontrer les Camerounais dans leur domicile, en un mot, dans des chefferies et bien d'autres encore, pour inciter les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Maintenant, quand je dis que le système est à parfaire, est-ce que vous savez que Elections Cameroun est d'accord qu'on modifie le code électoral? Mais, c'est un vieux débat. Oui, c'est un vieux débat. Vous avez suivi un moment qu'il y a eu un document qui a fuité en interne à l'ECAM où il y avait des démarches pour évaluer. Il y a quelques jours encore, j'ai pris part à une concertation entre monsieur le directeur général des élections et les délégués régionaux des dirigeants qui étaient en train d'évaluer et qui vous ont dit, et ça c'est à saluer, que l'ECAM ne peut pas faire ce travail seul. Je vous prends un contexte simple, celui des régions du nord-ouest et du sud-ouest, ou encore de l'extrême nord qui sont des régions en crise. Comment le citoyen qui a la peur dans le ventre face aux pressions de villes mortes et autres peut faire pour aller s'inscrire sur les listes électorales? Les forces de défense et de sécurité apportent leur pierre à l'édifice de la construction de cette démocratie en sécurisant les zones, en aidant Elections Cameroun à enrôler le maximum des Camerounais. Et vous voyez que les chiffres ont évolué cette année par rapport à l'année dernière. Donc, à l'ECAM, on est conscient qu'il faut modifier le code électoral. La preuve, les 7 partis politiques se sont réunis à la montée en rouge à Yaoundé il y a quelques mois par là pour faire une proposition d'un projet de modification du code électoral. Ils ont, ces partis politiques-là, envoyé la copie à la présidente de la République. Donc, M. Biya sait que le code électoral a des choses qui doivent être modifiées. Une copie a été envoyée à Elections Cameroun. Et récemment, je posais la même question au président du conseil électoral qui répondait en disant, nous sommes en train de travailler, mais vous savez que pour qu'on modifie une loi, c'est la voie parlementaire. Vous n'allez pas vous lever un matin et dire que vous allez modifier. Il y a la voie parlementaire. Nous sommes tous des journalistes et nous travaillons avec les faits. Nous travaillons avec les faits. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes l'un des rares journalistes à Yaoundé. Assume le processus électoral. Depuis je vous écoute, je voudrais bien
est-ce que ce que vous mettez à l'actif comme bilan, c'est le dernier... je vous dis que il y a une génération j'ai parlé de campagnes de proximité. C'est ça que vous estimez en 10 ans pour vous, et ce sont ces campagnes, le fait de mettre quelques bureaux à quelques carrefours, c'est ça l'évolution. En 10 ans, vous dites que c'est nul, dans la mesure où, en 2011, on a mis en place cet organe. Vous vous rendez donc compte qu'ils ont engagé dans ces réformes. Mais au lieu que ça monte en termes d'inscrits, ça baisse plutôt. Ça peut s'expliquer avec la démographie. Ça peut s'expliquer. Votre déploiement de proximité est, je veux dire, ce n'est pas efficace. Monsieur Mbala, je voudrais dire à Monsieur Mbala que au-delà de ces campagnes de proximité, il faut dire à Monsieur Mbala également que quand cet organe se décide de rencontrer les acteurs du processus électoral, vous avez certainement remarqué qu'il y a aussi l'administration parmi les acteurs qu'on est en train de rencontrer. C'est pour régler donc cette équation de nombreuses revendications de ceux qui sont des... Écoutez bien, de ceux qui sont des Camerounais, parce qu'en même temps, il y en a qui vous disent que non, l'administration est complice d'Elections Cameroun, alors que les autorités administratives font leur travail. Ils vous disent également que non, les autorités administratives sont acquises à la cause d'un seul parti politique ou alors d'un seul parti. Mais il n'a pas changé. Qu'est-ce qu'on a toujours reproché? C'est comme une révolution originelle. C'est comme est-ce qu'un élément qui a été reproché à Onel, parce qu'on estimait que la gestion était faite toujours par les mêmes personnes, par le pouvoir, est-ce que vous sentez un changement là? Il y a un changement. On va embrayer sur des suggestions de solutions si c'est nécessaire. Dans tous les cas, vous voyez déjà tout en rose. Donc je préfère que... Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Dans tous les cas, vous appréciez. Voilà. J'ai dit que le système électoral est parfait. Oui, c'est entendu. Au-delà, évidemment, de ces avis qui sont divergents, tout ça, cela reste quand même un organe, comme Jean-Marie le disait, perfectible. Des solutions. Comment on fait pour rétablir la... Et nous avons troublesome, parce que lui, il trouve qu'il y a des choses. Mais chacun va me dire devant sa porte. Non, il n'a pas dit. Non, tu n'as pas bien compris. Il n'a pas apprécié pas. Il a dit que c'est un organisme qui vaut la peine d'être là, parce qu'elle fait un certain nombre de choses, mais qu'il y a aussi des zones d'hommes qu'il faut arriver à parfaire. Et il tient compte de la démographie, et que les Camerounais étaient un peu moins et un peu plus maintenant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut redoubler d'efforts et de stratégies, parce que lui, il aurait souhaité, en fait, ils ne sont même pas si contradictoires que ça, mais le problème, c'est la manière. Lui, il fait savoir que les stratégies doivent être claires. Quelles sont les stratégies véritablement mises en place, puisqu'il ne voit pas la différence. La différence, lui, il monte un arsenal, n'est-ce pas, Kalachnikov pour tuer une mouche. En fait, pour dire la campagne de proximité, bon, la campagne de proximité, on ne peut pas dire que c'est une stratégie d'innovation allant d'un système à un autre. C'est assez léger comme argument. Donc, moi, à mon moment... beaucoup de recul à votre niveau. Comment est-ce que vous pourrez accompagner? Non, mais je l'ai dit, il a compris. Pour moi, il faut d'abord le premier jeu démocratique d'une certaine diversité de la coloration et que les gens soient vraiment indépendants. Il faut que cet organisme soit entièrement indépendant et que la majorité des gens qui soient là ne soient pas trop redevables au parti qui dirige. Ça n'a rien à voir avec le chef de l'État. Je dis au parti en place. Parce que dans le jeu politique d'un pays, tous ces partis-là, en principe, quand la démocratie est bonne, tous contribuent à l'avancement du pays. Il n'y a pas un parti de la mangeoire et un autre parti. Tout le monde contribue d'une manière ou d'une autre. On peut ne pas être d'accord, mais tout le monde contribue d'une manière ou d'une autre. Donc, pour que ces choses-là soient, il faut une multiplicité de points de vue. Les éléments contradictoires qui vont faire une complétude dans le puzzle.
tant que ce serait toujours monoforme, il faut que ce soit protéiforme. Quand, à partir du moment où c'est monolithique, c'est monopolistique, ça devient très compliqué. Parce que les gens qui sont là deviendront donc hypocrites. C'est-à-dire, ils savent pertinemment que les choses ne vont pas bien, mais comme ils ont quand même une casserole, et ils vont se contenter de la mangeoire. C'est-à-dire, ils sont plus intéressés par le budget que par le travail sur le terrain. Parce qu'il faut un véritable travail de terrain pour sensibiliser les gens. Or, il faut aussi remonter en tant que conseiller, parce qu'il doit aussi avoir des conseillers. Donc, conseiller que, pour que nous puissions avoir les inscriptions, il faut que sur le terrain, ces gens-là qui vont s'inscrire aient de l'eau, de l'électricité. Qu'il faut qu'il y ait des résultats palpables. C'est-à-dire que tu se sens que tu es un bon citoyen, c'est-à-dire le passeport là, il doit refléter ta nature. Il y a des gens qui déchirent leur passeport. Hein? Le passeport là doit refléter. C'est-à-dire que tu vas à l'hôpital, tu n'as pas à débourser. Lorsque tu appartiens à une couche défavorable, tu vas... Ça, c'est tout de même pour changer tous ces systèmes, que ça ne marche pas. Non, mais je suis en train de dire que le désaveu de la politique... Le désaveu de la politique, il ne faut pas qu'on fasse dans la langue de bois. Le désaveu de la politique, c'est parce que c'était de se sentir des citoyens à part. Hein? Entièrement à part. C'est pour ça. C'est ça qui crée ce désaveu. D'accord. C'est ça qui crée ce désaveu. On ne peut pas, ne tournons pas, les gens ne veulent pas aller s'inscrire dans les listes électorales le ventre affamé. Hein? C'est un peu difficile à dire, mais il faut quand même creuser cet abcès. Ça veut au-delà de tous les discours qu'on peut tenir. C'est entendu, professeur. C'est ça. Oui. En fait, pour rester dans la même logique. Dans la même logique, tout à fait. Et je voudrais, je voudrais juste apporter un commentaire à ce que disait mon frère tout à l'heure en faisant allusion aux campagnes de proximité. Et je voudrais dire que ce saupoudrage effectué par Elekam est simplement pour contenter celui qui l'a mis là. Pourquoi je le dis? Parce que je suis dans une communauté que je connais très bien d'ailleurs, l'arrondissement d'Essé. Je vous dis, votre campagne de proximité se limite à Yaoundé. Oui. Et vous verrez qu'à Essé, il y a une seule antenne, Elekam. Et vous vous rendez qu'il y a pratiquement 29 villages. Pour accéder dans ces villages, ce n'est pas une sinécure. Ce n'est pas facile pour que vous puissiez accéder dans ces villages. Bon, vous imaginez, il n'y a pas de route. Depuis 2016, qu'on a promis, c'est-à-dire dans le plan triennal, la boucle soit et ce Hawaï devait être construite dans le plan triennal. C'était le plan d'urgence triennal. 2016, le plan 2016-2018. Nous sommes en 2022. Rien n'a encore été fait. Je suis passé par là ce matin. Vous imaginez même comment... la pose de la première pierre. Bon, en fait, ils ont commencé des travaux. Ils ont commencé des travaux. Mais vous vous rendez compte que nous sommes déjà... Il n'y a pas toujours du bitume. Et depuis près de 10 ans, j'ai dit bien près de 10 ans, et c'est sans lumière. Sans lumière. Vous imaginez comment des gens comme ceux-là vivent pendant près de 10 ans. Ça a toujours été le bastion imprenable d'un parti politique. Et ces gens sont là-bas depuis près de 10 ans. Il n'y a pas d'accès des routes, il n'y en a pas. C'est difficile pour quelqu'un qui est dans mon petit village, qui est là-bas encore en pleine forêt, d'arriver à essayer. S'il plaît, vous restez chez vous. Bon, vous imaginez donc que mon frère vient vous dire ici que Elekam a engagé. Je vous mets au défi que vous veniez chez moi, que vous me montriez donc là où Elekam fait sa proximité là, parce que son bureau est au centre d'essai. Il ne vient pas chez moi encore follow. Et ça se pourrait s'arrêter dans le. Je ne suis même pas sûr que les gens nous n'avons plus beaucoup de temps. C'est donc ça le problème. Donc, si aujourd'hui je dis que Elekam a échoué, effectivement, quand je dis qu'il a échoué, parce qu'en principe, le rôle d'Elekam, c'est donc d'aller dans ces villages, ce n'est pas de venir ici au Carrefour Kondongo ou aller au Carrefour Tel à Yaoundé. Dites-moi dans quel village ils font ce travail, où ils mettent ce truc peut-être dans les églises et où on demande. En fait, dans mon village, le véritable problème, c'est qu'ils n'ont pas d'argument. La même préoccupation rapidement. J'espère qu'ils vont me permettre cette fois-ci et qu'ils ne vont pas prendre la parole. Je voudrais faire une précision. Quand je parlais de démographie tout à l'heure, vous savez qu'à Elekam, en fait, dans le processus des inscriptions, il y a ce qu'on appelle le toilettage des listes. Dans le toilettage des listes, c'est pour ça que les Camerounais ne comprennent pas. Il faut qu'on leur explique pourquoi on peut être un fichier électoral qui
n'est pas densifié, au-delà de la démotivation des Camerounais ou du désamour des citoyens par rapport à ce que le professeur disait, que les citoyens ne sentent pas les retombées de cette politique-là, de ceux qui gouvernent ou de ces militants qui sont au pouvoir et qui ne font pas leur travail. Le toilettage consiste à revoir. Il y a des gens qui meurent tandis que d'autres naissent qui n'ont même pas encore atteint l'âge électoral. Et ceux qui meurent, vous ne les comptez plus dans le fichier. Le fichier ne peut pas augmenter quand des gens meurent et que l'âge de la majorité électorale, qui est l'une des revendications de la classe politique, qui doit être revue, est à 20 ans. Vous ne pouvez pas. Donc quand des gens meurent, donc, le chiffre peut rester statique, il n'évolue pas très bien malgré qu'il y ait des campagnes de sensibilisation, d'inscription sur les listes électorales. Maintenant, par rapport à ce qu'il faut faire, je vous prends un exemple, ce qui est reconnu à Elekam. Elekam a besoin de beaucoup de moyens. Est-ce que vous savez que Elekam... Oui, écoutez bien ce que je vais vous expliquer. Est-ce que vous savez qu'à Elekam, il y a les kits d'inscription sur les listes électorales qui sont en manque? D'autres qui connaissent une vétusté. Et c'est ce que les partis politiques demandent souvent. C'est-à-dire qu'il y a certains partis politiques qui sont engagés à accompagner les CAM, mais les kits sont insuffisants dans certaines localités, donc comme ceux dont parlait M. Mbala. Et c'est le message donc que les CAM doit envoyer au gouvernement camerounais pour qu'on augmente son budget. Donc ça veut dire que le parent ne fait pas bien son travail. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Contrairement à l'analyse que fait M. Mbala, vous m'avez bien compris, professeur, que je ne suis pas, c'est d'ailleurs, je ne suis pas un communicant d'Elections Cameroun. Je ne peux pas vous confondre. Donc il y a ces moyens-là qu'il faut ajouter à Elections Cameroun pour que Elections Cameroun soit doté du matériel adéquat. Donc il faut la logistique. Donc, ça peut régler ce problème. Maintenant, je réponds également à la préoccupation du professeur en disant que oui, les Camerounais ont besoin de ressentir. Est-ce que j'ai l'eau, les besoins sociaux de base? Mais ça passe par quoi? Par le pluralisme. Dans un pays où vous avez autant de formations politiques, est-ce que vous savez qu'une élection ne se prépare pas en un seul jour? Elle commence par l'intégration des partis politiques dans les commissions mixtes électorales qui sont au niveau de la base. Est-ce que vous savez qu'il y a des partis politiques qui ne savent même pas qu'ils doivent entrer dans une commission mixte électorale? Parce que même quand on organise des élections... Oui, c'est bon, écoutez, c'est un problème d'éducation, je vous l'ai dit, même les acteurs politiques ne sont pas sensibilisés. Il faut que... Voyez-vous, quand on... Je suis en disant que... Est-ce que vous savez que... Vous prenez 30 secondes justement pour nous dire s'il y a au moins de l'espoir ou alors il faut pratiquement... On est parti au NEL de Elekam, peut-être qu'il faut trouver autre chose. Non, il y a de l'espoir. Quand je parle de pluralisme, voyez-vous, si les acteurs politiques contribuent énormément à travailler aux côtés de l'Ekam et que l'Ekam en retour joue franc jeu, comme l'exigent donc ces acteurs politiques et les citoyens. Il y a des chances que oui, je vous assure que si nous modifions par exemple le code électoral et que ça contente tous les acteurs politiques, le parti politique qui va se présenter à une élection et qui ne va plus boycotter, comme on l'a vu récemment, même s'il y avait d'autres raisons voilées, et que ce parti politique-là se retrouve avec des élus. Ce sont ces élus qui vont gérer les municipalités, qui deviendront les députés, et qui vont donc repartir dans leur contrée pour aller dire à eux, en tant que député, je viens dans le cadre de mes micro-projets doter ce village d'une route, et la population va se sentir concernée. Quand les acteurs politiques ne veulent pas apporter leur contribution, démissionnent de leur mission et qui passent leur temps à longueur de journée à parler de Paul Biya pour se dire que non, c'est Paul Biya le problème. Voilà. Moi, je vous ai pris un exemple d'une formation politique. Je ne milite pas dans cette formation politique-là. Je n'ai pas une grande amitié, mais je fais une observation de journaliste. Le PCRN, qui a commencé par une histoire de vous dire 10 millions, 11 millions de citoyens. Après 11 millions de citoyens, vous avez suivi que quelqu'un est sorti comme candidat dans cette affaire-là pour avoir appelé les Camerounais à s'inscrire sur les électorales. Et il a des élus aujourd'hui. Ou alors, il faut passer à autre chose. Non, je crois que si on voudrait vraiment avoir un jeu démocratique un peu plus clair, il faut revoir même... la composition des LECAM. Il faut revoir. Quel que soit ce qu'il dit là, quelles que soient les consultations qu'il puisse faire et autres, ça ne changera rien
au processus électoral en lui-même. C'est-à-dire que où des gens vont vous toujours faire les mêmes reproches avec les histoires des PVO. Du moment où l'ECAM sera toujours nommé par un individu ou alors tous les acteurs qui organisent... Faut-il les membres de l'ECAM? Faut-il les lire? D'accord. Donc je pense que... Non, pas... Attendez. Ailleurs, non. Vous savez, moi je suis un peu amusé quand je vois ce que l'ECAM peut dire aujourd'hui, qui n'a pas de moyens pour un certain nombre de choses et a encore besoin de matériel pour... Je ne pense pas que le problème des Camerounais aujourd'hui soit... Les Camerounais même sont conscients du fait que il est difficile avec le code électoral actuel de dire que vous pouvez battre le champion. Il faut donc refaire le code électoral. Donc, il faut refaire et puis aussi la composition, c'est-à-dire que ce ne soit plus l'affaire d'un individu qui puisse nommer et le président du conseil constitutionnel et les membres de l'ECAM. Alors pour ça, on sort aussi par la même question, on garde espoir. Voilà. Bien sûr, on est dans un pays, dans une nation en construction, nos pays sont jeunes. Donc, avec tout ce que ça peut comporter comme lacunes, comme manquements, comme défaillances, encore que les plus soi-disant vieilles démocraties sont aujourd'hui presque en lambeaux. Donc, je crois que on garde espoir, mais nous devons faire des efforts pour toiletter nos propres limites, prendre des responsabilités pour toiletter évidemment les structures que nous mettons nous-mêmes en place en choisissant des gens qu'il faut à leur place. C'est-à-dire, on ne prend pas des gens fatigués, qui ont envie de, qui ont un peu faim, qui ne réfléchissent pas beaucoup, qui pourront s'aligner systématiquement, qui n'ont pas non plus cette matière grise qu'il faut faire travailler. Nous sommes dans des nations jeunes et nous avons besoin du sang, du travail. Nous avons besoin de la créativité, de l'innovation. Donc, tout ce qui est... On est 50... Je crois que c'est quoi, 60-80% de jeunes, je sais pas. Il faut que ça bouge. Il faut que c'est entendu pour ça. Nous sommes malheureusement parvenus au thème de cet échange. Oui. On va sortir du programme avec quelques images du lieutenant Serge Toa qui a donc été conduit à sa dernière demeure du côté des Beba 2. C'est le frère aîné du directeur général d'Info TV, Parfait Aïssi, donc une forte délégation d'Info TV à laquelle présidait le président directeur général du groupe Info, la météo, évidemment Dieu de Denvan qui était la partie avec madame et la famille Info TV est allée accompagner aller encadrer Parfait ici de la chaleur de ce côté. C'était vraiment une forte délégation. Et c'est d'ailleurs sur ce que nous allons mettre un terme à ce programme. La rediffusion, c'est à 17h et 21h. Mais nous allons vous laisser en compagnie tout à l'heure de Dimanche VIP avec Mireille Landier et Péchen Suntum, voilà, qui seront donc, qui vont continuer à vous entretenir. Et je m'en voudrais de ne pas remercier le professeur de Lisanne Bosset qui a donc pu faire le déplacement. Jean-Marie Mala et Jean-Marie Anaba. Jean-Marie Anaba et Ahmed Mbala. Merci encore infiniment d'avoir fait le déplacement. À vous, justement, on vous dit bon dimanche et à dimanche prochain. Et certainement avec Parfait ici, qui, on l'espère, sera donc de retour pour ce programme. Lui qui est donc le titulaire de cette émission Libre Expression. Merci encore de votre fidélité à Info TV. Bon dimanche à vous et à dimanche.